Oui, donc on commence, ou on continue, parce qu'on a un peu manqué le début, le cours d'économie de l'assurance, par un hommage à Jacques Vandier, qui était directeur général de la Massif à la haute époque. Et donc ce que Vandier racontait, c'était comment est-ce qu'on sélectionne les bons risques en assurance. Alors comment est-ce qu'il sélectionnait les bons risques? En général, sélectionner les bons risques, ça veut dire concrètement qui font les sinistres en assurance auto. Le premier qui me répond, femme au volant, la mort au tournant a perdu, puisque ça marche aussi bien avec homme au volant, la mort au tournant, qu'avec kangourou au volant, la mort au tournant, puisque la rime est entre le volant et le tournant. Donc vous pouvez mettre n'importe qui derrière le volant, cet adage stupide mettra la mort de toute façon au tournant. Donc le sujet, c'est pas les hommes contre les femmes, enfin un peu quand même, parce que en fait, pour Vandier, les plus mauvais risques, c'était d'abord les hommes jeunes qui voulaient prouver leur virilité en roulant vite avec leur voiture. Donc il y avait ordre de ne pas assurer les hommes jeunes avec de grosses voitures. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait piquer leur honneur de mâle. Donc il fallait leur proposer un tarif d'assurance très élevé. Et puis leur parler de leur femme en disant que leur femme conduisait mal. Ça les rendait dingues, donc ils ne voulaient pas se faire assurer, ils partaient. Ensuite, les deux problèmes suivants, c'était le gars qui a tendance à boire un peu trop. Je sais qu'on parle des années 60, il faut quand même imaginer que dans les années 60 en France, après le déjeuner, d'abord avant le déjeuner, on prend un apéritif, ensuite on boit du vin rouge à table, et enfin, après le déjeuner, on prend un digestif, et il n'y a pas d'alcotest, d'accord? Donc évidemment, celui qui fait un repas complet, il peut être un peu dangereux. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas d'alcotest, la généralisation des alcotests en France, c'est les années 90, d'accord? Dans les années 60, on est à la préhistoire et tout le monde roule bourré. Donc, de fait, le truc de Vandier, c'est qu'il vaut mieux des gens sobres, parce que ça fait une très grosse différence en termes de sinistralité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande simplement à ses assureurs, mutualistes, de dire le gars qui pue le pastis en rentrant dans le bureau, vous ne pouvez pas le mettre dehors, vous lui proposez simplement une prime d'assurance, peut-être qu'il dira non. Voilà. Et puis la dernière catégorie de risque, et c'est quand même là où Vandier est sacrément malin, c'est qu'il ne sait pas remplir un constat d'assurance. Parce que le type qui ne sait pas remplir un constat d'assurance, quand il y a un sinistre, comme il ne sait pas remplir le constat, il va laisser remplir le constat par l'autre partie, et il va se faire avoir. Et donc celui-là, même s'il conduit bien, c'est quand même un mauvais risque. Et donc de fait, lui aussi, il ne faut pas le prendre. Donc du coup, ce que Vandier a fait, c'est qu'il disait simplement à ses vendeurs, vous mettez des primes d'assurance, proposez des primes d'assurance extrêmement élevées aux gens qui viennent et qui correspondent à ces trois catégories. Comme ça, ils iront voir ailleurs. C'est-à-dire, ils iront voir chez les agents, qui, comme eux, ils sont payés à la commission, vont leur vendre la prime moyenne, et évidemment, la compagnie qui va récupérer ces clients-là perdra de l'argent. Et donc, les mutualistes, si vous voulez, d'abord, on fait une part de marché extraordinaire dans l'assurance auto, et puis surtout, ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils savaient écrémer les bons risques. D'accord? Comme on écrème le lait, vous savez, quand vous trayez une vache, la crème qui est plus légère monte au-dessus du lait, et la crème, c'est ce qui a de la valeur, parce que c'est ce qui paraît un peu beurre. Et le fromage. Alors que le reste du lait, regardez ce que vaut le lait écrémé, c'est au moins tout lait entier. Donc de la même façon, ce que vous avez dit, de la même façon, quand on écrème le lait pour faire le beurre et le fromage, on enlève ce qui a la plus grande valeur. Quand vous enlevez les bons risques, vous laissez les moins bons risques, et surtout à ceux qui font payer la prime moyenne, vous leur laissez qu'ils vont perdre de l'argent. La question, c'est est-ce qu'il y a une limite à la segmentation? Alors, on peut y répondre. Pourquoi c'est une question? Parce qu'en fait, c'est l'obsession des assureurs depuis que les GAFA se mettent à récupérer les informations sur les clients et depuis qu'on essaie de faire de l'assurance directe, de vendre de l'assurance en ligne. En effet, on sait que les GAFA récupèrent plus d'informations que les assureurs ne peuvent, puisque en gros, les GAFA, ils sont capables de suivre les internautes dans toutes leurs interactions avec Internet et de récupérer une quantité d'informations qui est telle qu'on peut se dire qu'ils ont vraiment des fondements pour segmenter qui sont extrêmement fins. En particulier, qui a regardé des vidéos de grosses voitures sur YouTube, a priori c'est un mauvais risque, alors que quelqu'un qui s'intéresse qu'à la vie des papillons et au jardinage sera un bon risque. Bon, fin de la caricature. Mais donc on a l'impression que c'est comme ça pour tout, c'est-à-dire qu'en gros, tout qui regarde des vidéos de hard rock, on sait qu'il a drogué, évidemment celui qui regarde que la messe en latin dimanche matin pourrait avoir d'autres problèmes. Mais bon, bref. Donc on a l'impression qu'en fait, grâce à un suivi longitudinal des internautes, on a une vision extrêmement fine de la catégorie de risque et on va pouvoir segmenter à l'infini. Bon, alors intuitivement, l'idée qu'on puisse segmenter à l'infini, ça pose un problème avec l'idée de base de l'assurance qui est la mutualisation,
et avec le moyen mathématique de cette mutualisation qui est quelque chose qui est entre la loi des grands nombres et le théorème central limite. C'est-à-dire que, concrètement, dans une mutualité où il y a 1 million d'assurés, vous pouvez vous dire que la loi des grands nombres est à peu près vérifiée, c'est-à-dire que le sinistre qui va se réaliser, c'est l'espérance de sinistre, plus un epsilon qui est arbitrairement petit. Bon, 1 million d'assurés, c'est peut-être pas encore tout à fait l'asymptote, mais on est quand même pas loin. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on segmente, on va avoir de plus en plus de classes de risque, et dans ce plus en plus de classes de risque, il va y avoir de moins en moins d'assurés dans chaque classe. Il va y avoir un moment où le nombre d'assurés dans une classe est trop faible, par exemple, vous utilisez le théorème central limite. Donc on a d'un côté un problème de mutualisation, et puis on a de l'autre côté un problème aussi de classer correctement les assurés dans les classes de risque. Donc on a quand même le sentiment qu'en fait, il y a un intérêt à la segmentation, ça on voit, excusez-moi, je me perds d'être transparent, mais qu'il y a peut-être une limite à ce processus de segmentation, même si on ne peut pas fixer précisément la limite à ce processus de segmentation. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en fait à travers un exemple chiffré que Arthur Charpentier avait donné dans un article de risque. Arthur Charpentier, c'est un collègue actuaire qui est prof d'assurance à Montréal. Et l'exemple d'Arthur Charpentier, c'était en fait de dire, on prend le cas de la RC Auto, et on prend une segmentation très simple, une segmentation en 2 dimensions. Ça connaît une dimension géographique, il y a les gens qui habitent à la ville et les gens qui habitent à la campagne. Les gens qui habitent à la campagne ont une sinistralité plus faible que les gens qui habitent à la ville. Et puis on prend 3 classes d'âge, les jeunes, qui sont évidemment des risques, qui sont dangereux, les jeunes, vous approchez pas s'il vous plaît, les conducteurs expérimentés, et puis les seniors. Et les seniors, la raison pour laquelle ils sont moins dangereux, c'est juste au moins. Mais sinon, ils sont pas particulièrement moins dangereux, surtout ils sont d'ailleurs d'autant plus dangereux qu'ils sont plus seniors. Bon, alors qu'est-ce qu'on a mis dans le tableau? En fait, dans le tableau, on a mis deux choses. On a mis la probabilité de sinistre, la probabilité annuelle de sinistre. Donc en fait, on considère que chaque assuré est une variable de Bernoulli qui fait un sinistre à 1 000 € avec une probabilité qui correspond au pourcentage que vous avez dans le tableau. Donc les jeunes ont une probabilité 12%, les jeunes qui vivent en ville ont une probabilité 12% d'avoir un sinistre qui coûte 1 000 €. Alors que les jeunes qui vivent à la campagne ont une probabilité 8% d'avoir un sinistre qui coûte 1 000 €. Donc en fait, dans chaque cellule, on a à la fois une probabilité de sinistre et une population. Et donc, ensuite, on peut faire des moyennes en colonne et en ligne, c'est-à-dire par exemple, si on regarde les jeunes à la ville sont 500, ils ont une probabilité de sinistre de 12%, les jeunes à la campagne sont 500, ils ont une probabilité de sinistre de 8%, donc les jeunes sont 1000, et en moyenne, ils ont une probabilité qui est 1 012% plus 1 008% égale 10%. Ou alors si on prend les campagnards, ce qu'on voit c'est qu'à la campagne, il y a 500 jeunes avec une probabilité de sinistre de 8%, il y a 1000 conducteurs expérimentés avec une probabilité de sinistre de 6,67%, donc on va dire 20 tiers, si vous voulez, et il y a 500 seniors avec une probabilité de sinistre de 4%, en faisant une moyenne pondérée 1,5 fois 8% plus 1 fois 6,67 plus 1,5 fois 4%, le tout divisé par 2, j'arrive à 6,33%, qui est la moyenne de sinistre des 2000 campagnards. Bon, alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on va s'intéresser à différentes manières de segmenter et à comment fonctionne le marché quand on a différentes manières de segmenter. Alors d'abord, je voudrais dire, en fait, au début, si on ne segmente pas du tout, ce qu'on voit, c'est que le risque moyen, c'est 8,23% dans une population de 5000 assurés. Et donc, on va proposer une prime d'assurance qui est une prime pure, on ignore le chargement à ce stade. Enfin, en gros, on ne se pose pas de questions de marketing ou de je ne sais pas quoi. L'idée, c'est que l'assureur propose une prime pure, et puis les assurés vont à la prime la moins chère. Il n'y a aucun phénomène d'asymétrie de je ne sais pas quoi, de marketing, de services annexes, on s'en fiche. On fait purement de l'assurance actuarielle. Bon, et donc 8,23%, si on a un assureur unique, il y a 5000 assurés potentiels, le coût de la prime actuarielle, c'est 8,23% de 1000, d'accord, donc ça va faire 82,30 €, en fait 82,33 €, parce que c'est l'arrondi du 6,67 quelque part. Et donc tous les assurés vont venir s'assurer chez cet assureur unique. Et puis on a un deuxième assureur qui arrive et qui va écrémer les bons risques. Et donc qu'est-ce que ça veut dire écrémer les bons risques? Ça veut dire écrémer tous les risques qui sont en dessous de 8,23%. La prime moyenne c'est 8,23%. On voit que les jeunes à la campagne, ils ont une sinistralité de 8%.
Donc on peut les assurer pour moins cher que ça. Les conducteurs expérimentés à la campagne, ils ont une sinistralité de 6,67%, donc on peut les assurer pour 66,67 €. Les vieux, toujours à la campagne, ils ont une sinistralité de 4%, donc on peut les assurer pour 40 € par an. Et donc tout ça, c'est évidemment moins cher que la prime de 82,33 €, qui est la prime moyenne. Donc si on a un assureur qui a compris ça, qui sait faire la différence entre les gens de la ville et les gens de la campagne, entre les jeunes et les vieux, il va pouvoir faire payer à ses bons risques un tarif adapté, et puis il va laisser la concurrence leur proposer aux mauvais risques, aux risques qui ont la probabilité de sinistre la plus élevée, le tarif mélangeant, le tarif à 82,33 €. D'accord ? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un assureur qui ne va pas segmenter, qui va proposer sa prime à 82,33 €. Et on a un assureur qui va segmenter parfaitement, qui va dire aux jeunes en ville, si vous voulez vous assurer, c'est 120. Donc les jeunes en ville, ils vont dire, attends, vas-y, je peux payer 120, moi, chez Duchemol, je suis à 82,30 € chez Duchemol, donc ils vont s'assurer chez Duchemol qui ne segmente pas. Et puis les jeunes à la campagne, Duchemol leur propose 82,30 €, mais Dugenou leur propose 80, donc ils vont chez Dugenou qui segmente. Les conducteurs expérimentés en ville, Dugenou leur propose 90 €, donc j'avais de la vigne, je vais sur monsieur Dugenou, on est petit sportif. Je vais chez Duchemol, qui est un assureur traditionnel qui ne se moque pas des clients, lui. Et puis les conducteurs expérimentés de la campagne, ils se disent je vais chez Duchemol, il y a quand même chez 66 €, 77 €. Bon, donc voilà, ils sont gagnants. Les seniors en ville, je trouve que quand même ceux du genou, ils sont vraiment du monde et ils restent chez Duchemol, alors que les conducteurs arrivés à la campagne, ils vont tous aller chez du genou qui payent que 40, comme ça, et puis en plus, ils assurent le tracteur gratuitement. Bon, résultat, qu'est-ce qui se passe ? Résultat, j'ai mis en gras quel assureur avec quelle catégorie d'assurés. Et puis ce que vous voyez, c'est que le prix de marché, finalement, c'est que les jeunes en ville, ils payent 82,30 € puisqu'ils payent le tarif indifférencié. Les jeunes à la campagne, ils payent le tarif qui est en fait leur espérance de sinistre, donc 80. Les expérimentés en ville, ils payent le tarif indifférencié. Les expérimentés à la campagne, ils payent le tarif, ils payent leur espérance de sinistre. Les seniors, ça c'est la dernière colonne, et ainsi de suite. Bon, alors, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que celui qui ne segmente pas, il va avoir 500 jeunes de la ville, 2000 hommes dans la fosse de l'âge, n'est-ce pas, de la ville, et les 500 seniors de la ville, et tout ça, ça va lui faire 3000 assurés à 82,30 € pièce, donc il va percevoir 246 900 € de prix. Qu'est-ce que je raconte ? Il va recevoir 3000 fois... Oui, c'est ça, 3000 fois 80, donc 246 000 € de prix. Seulement, il va avoir plus de sinistres, en fait, parce que les 500 jeunes à qui il fait payer 82,33 €, leur montant de sinistre, ça va être que chacun, comme ils ont 12% de chance d'avoir des sinistres, sur les 500 jeunes, il va y en avoir 60 qui vont avoir des accidents, donc ça va lui coûter 60 000 €. D'accord ? Et pas 41 166 comme ce qu'il leur a fait payer. De la même façon, les conducteurs expérimentés, ils sont 2000, il a fait payer 82 € à chacun des conducteurs. Donc les 2000 conducteurs ont payé 2000 fois 82 €, donc 164 600 €. Mais, comme ils ont 9% de chance d'avoir des sinistres, les 2000 conducteurs vont avoir 186, ce qui va coûter 180 000 au lieu de 160 000. Il va encore faire une perte. De toute façon, il va faire une perte sur chaque catégorie. Donc au bout du compte, il aura fait payer presque 247 000 € de prime, mais il aura 285 000 € de sinistre. Donc il aura un rapport sinistre sur prime qui sera supérieur à 100%, donc il va perdre de l'argent. Son rapport sinistre sur prime, c'est 115%. Non seulement son rapport sinistre sur prime, c'est 115%, mais je vous fais grâce du calcul, en fait, si on calcule un intervalle de confiance à 95% du ratio de sinistre, du ratio sinistre sur prime, on est dans un voisinage de 9% autour de 115%. Donc il y a 95% de chances que son ratio sinistre sur prime soit en haut entre 116 et 124%. Bon, de toute façon, il y a entre 106 et 124%, donc plus ou moins 9% autour de 115. Donc il n'y a aucune chance qu'il ne perde pas d'argent. La chance qu'il ne perde pas d'argent est vraiment minime. Mais à côté de ça, il fait les 2 tiers du marché. Et quand on y pense, c'est tout le problème, parce que ça va être ça le problème du régulateur. C'est que quand on a un gros assureur qui
fait des pertes, il va y avoir un problème pour, de fait, indemniser les assurés. Donc il vaut mieux avoir un petit assureur qui fait des pertes plutôt qu'un gros. Bon, maintenant, l'assureur qui segmente bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, comme on vient de le voir, qu'il prend la part complémentaire du marché, donc il prend en gros 34% du marché, et sur ces 34% du marché, il ne perd pas d'argent. Pourquoi il ne perd pas d'argent? Il ne perd pas d'argent parce qu'il tarife au coût marginal, il tarife à l'espérance mathématique de sinistre. Donc on ne s'est pas intéressé aux questions de chargement. S'il sait reconnaître les bons risques et les mauvais risques, il n'est peut-être pas idiot au point de perdre de l'argent. Là, on s'est intéressé juste à la prime pure, mais l'idée, c'est que sur la prime pure, il ne perd pas d'argent. Donc quand on consolide les deux parties du marché, le montant total de primes qui sont émises, c'est les primes de l'assureur qui ne segmente pas, donc 246 900 euros, les primes de l'assureur qui segmente parfaitement, donc 126 700 euros, donc en tout, on a pour 373 600 euros de primes, on a pour 411 000 euros de sinistre, on a un ratio sinistre sur prime qui est la moyenne pondérée des deux autres avec une pondération de tiers 1 tiers, comme on s'en souvient. Donc on a un ratio sinistre sur prime en moyenne de 110%, qui est cela dit moins variable que le ratio sinistre sur prime de chacun des assureurs qui segmentent. Pourquoi? Parce que comme on a une plus grande mutualité, du coup on a moins de variabilité. Alors, vous savez que quand vous augmentez la taille d'une population, vous diminuez la variance des écarts types de la moyenne et des trucs comme ça. Donc, vous augmentez la variance vous diminuez la variance de l'estimateur de la moyenne. Vous diminuez la variance relative, l'estimateur de la variance de l'estimateur de la moyenne. J'y arrive. Bon, donc de fait, on voit deux choses, c'est que, quand on segmente, l'assureur qui segmente, lui, il va segmenter en prenant les bons risques. Du coup, l'assureur qui ne segmente pas va se retrouver avec les mauvais risques et va perdre de l'argent puisqu'il fera payer le tarif moyen à des risques qui sont devenus plus mauvais que le tarif moyen puisque l'autre assureur a écrémé les bons risques. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en mesure de gagner de l'argent et l'autre automatiquement en perd. La deuxième chose qui est importante, c'est donc que la variabilité des risques de chacune la variabilité des résultats de chacune des compagnies augmente. Du coup, chacune des compagnies, son résultat total est dans un intervalle de confiance plus large, ça veut dire qu'elle a plus de chances de perdre de l'argent. C'est-à-dire que si on avait, en gros, quand on n'a qu'un seul assureur qui assure au coût moyen, on se retrouve avec un intervalle de confiance autour du ratio sinistre sur prime qui est de 5% aussi, comme c'est le cas ici quand on met tout le monde ensemble. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on a des populations plus petites parce qu'on segmente, on a plus de variabilité du résultat. Bon, alors, ça c'est une première chose. Ce qu'on peut imaginer, c'est que les assureurs ne soient pas tous en mesure de segmenter parfaitement. Pourquoi ils ne seraient pas en mesure de segmenter parfaitement? Soit parce que ils n'ont pas les bonnes mesures. Alors dans le cas où c'est juste l'âge et la localisation, c'est peut-être pas très crédible. D'accord, mais si on imagine une tarification qui est plus fine que ça, par exemple, justement, une question qui se pose, ça va être l'échelle de la décomposition géographique des risques. Ce qui caractérise les assureurs auto et les assureurs habitation, c'est qu'ils sont capables d'avoir une granularité extrêmement fine pour la carte géographique. D'accord ? Et donc, évidemment, plus vous êtes fin dans l'analyse géographique du risque, plus vous allez pouvoir segmenter. Pourquoi c'est important? Parce que si vous segmentez simplement par code postal, dans la commune de, je ne sais pas quoi, Bécon-les-Gonesse, pour ne pas dire Garges-les-Bruyères, il y a ceux qui habitent dans le quartier pavillonnaire, et puis il y a ceux qui habitent à côté de la cité. Évidemment, ce n'est pas le même prix pour l'assurance tout risque, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Donc, de fait, ce type de segmentation géographique, c'est crucial pour l'assureur. C'est être capable de dire, il y a le bon risque qui non seulement s'engage à faire dormir sa voiture dans un garage, mais va effectivement faire dormir sa voiture dans un garage, et puis il y a le mauvais risque parce que son voisinage va faire que sa voiture va être cassée, et c'est là-dessus que l'assureur il perd de l'argent. Bon, donc de fait, la qualité de la segmentation géographique est telle qu'il y a des assureurs qui réussissent à segmenter plus que d'autres. Et puis après, indépendamment des techniques statistiques ou de la connaissance statistique des assureurs, il y a aussi qu'il y a des choses qui sont possibles et il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Donc typiquement, on n'a plus le droit d'utiliser le sexe pour discriminer en assurance, alors que c'était le cas jusqu'en 2012, ce qui faisait que, par exemple, que les femmes payaient une assurance auto moins chère que les hommes, en particulier les jeunes conductrices payaient une assurance auto beaucoup moins chère que les jeunes conducteurs, mais inversement, les femmes
payer leur rente viagère beaucoup plus cher que les hommes, puisqu'elles ont une espérance de vie bien supérieure. Donc ça a été interdit par un arrêt de la Cour de justice européenne, qui a considéré que, étant donné que la Charte européenne des droits de l'homme interdit la discrimination pour motif de genre, d'origine, de religion, d'opinion, de choix politique, etc., on pouvait en particulier pas faire payer des tarifs différents selon le genre. Bon, on ne propose pas encore des tarifs d'assurance différents selon la religion, mais encore que de toute façon il y a tellement de gens qui n'en ont plus. Mais bon, bref, là sur ce truc-là, par exemple, on voit qu'on ne peut plus segmenter. Alors on voit qu'on ne peut plus segmenter, mais il y avait un actuaire malin qui était Romain Durand qui avait dit mais si on est capable de prouver qu'en fait on retrouve la distinction homme-femme à travers d'autres critères actuariels. Alors, il ne précisait pas, d'accord ? Mais après tout, c'est vrai qu'il y a des conduites qui sont plus souvent des conduites de femmes que des conduites d'hommes. En particulier, si votre assureur c'est Amazon et qu'il sait ce que vous consommez, il va assez facilement faire la différence entre les hommes et les femmes d'après leur consommation. Je ne vous fais pas de dessin, mais il y a un certain nombre de choses qui ne me trompent pas sur le sujet. Bon, bref, donc, de fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que tous les assureurs ne segmentent pas de la même manière. Et donc, si on veut rendre compte simplement de ces différences de méthode de segmentation, on va se dire, on considère l'assureur qui fait une pure segmentation géographique. Qu'est-ce qui se passe si on a un assureur qui fait une pure segmentation géographique ? Et donc, lui, l'assureur, il ne sait pas reconnaître l'âge des assurés. D'accord ? C'est pas qu'il est complètement idiot, mais c'est juste que, par exemple, il n'a pas le droit de discriminer selon l'âge. Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, pour le coup, on a le droit de discriminer selon l'âge en assurance, justement parce que de manière évidente, quand vous achetez des assurances vie et que vous ayez 1 an ou 93 ans, pour acheter des rentes viagères, c'est pas exactement la même chose. Mais pour acheter des primes d'assurance auto, à partir du moment où on l'accepte en assurance vie, il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas en assurance non vie. Voilà, bon. Donc de fait, les jeunes conducteurs continuent à payer une surprime qui est représentative de leur sursinistralité. Mais alors, donc là puisqu'on ne peut pas reconnaître l'âge, on va juste faire une différence entre les gens de la campagne et puis les gens de la ville. Et alors, je ne vais pas revenir en arrière, mais vous pouviez trouver dans la colonne totale qui était à droite du tableau où on avait présenté le problème. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le risque actuariel pour les gens de la ville, c'est 95, c'est qu'en fait la probabilité moyenne de sinistre des citadins c'est 9,5%, alors que la probabilité moyenne de sinistre des campagnards c'est 6,33%. Et donc, de fait, l'assureur qui ne segmente pas, il continue à proposer d'assurer tout le monde à 82,30 €, alors que l'assureur qui segmente, il propose 95 pour les gens de la ville et 63,30 pour les gens de la campagne. Et d'ailleurs, vous savez donc que 82,30 est la moyenne de 95 et de 63,3 avec des poids 3 et 2. Bon, donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, évidemment, l'assureur qui ne segmente pas va récupérer tous les citadins. Or, les citadins sont 3000. Donc, il va percevoir un montant de prime qui est 3000 x 82,30 €. Donc, il va percevoir 246 900 € de prime. Mais il va payer un montant de sinistre qui est 3000 fois 95. D'accord ? Puisque, en fait, il va avoir 9,5% de sinistre dans ses 3000 assurés. Donc, il va avoir 95 sinistres x 3, donc il va avoir 285 sinistres. Donc ça va lui coûter 285 000 €. Et donc son rapport sinistre-prime sera de 115,4%, exactement comme dans le cas précédent. Et avec le même intervalle de confiance autour de 115,4%, c'est qu'en gros, il aura 95% d'avoir un ratio sinistre-sur-prime entre 106 et 124%, calcul omis. Et il prendra 66% du marché, tandis que l'autre assuré sera lui l'assuré des campagnes, à qui il proposera des bons tarifs, puisqu'il a des bons paysans. Et donc il va assurer 2000 personnes à 63,33 € pièces, qui va faire qu'il va facturer pour 126 667 €, pardon, 126 666 € et 67 centimes de contrat. Il va avoir autant de sinistres. Son ratio sinistre sur prime sera donc de 100%, avec, en fait, pour avoir un intervalle de confiance à 95% de ce ratio sinistre sur prime, il faut prendre un intervalle d'une largeur de 10 et 10%, c'est-à-dire qu'il a 95% de chance d'avoir un ratio sinistre sur prime entre 89,5 et 110,5%. Au passage, c'est un peu ennuyeux comme intervalle de confiance parce que ça ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'un ratio sinistre sur prime de 89%, il gagne de l'argent, un ratio sinistre sur prime de 110%, il en perd.
Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de statistiques pour savoir qu'il a une chance sur deux de perdre de l'argent, puisque si vous considérez que ces 2000 assurés se comportent comme une loi normale sans taux réduite, de fait, il y a 50% de chances qu'ils soient au milieu de la distribution, et donc il y a 50% de chances qu'ils soient à 100% de leur ratio sinistre sur prime, 50% de chances qu'ils soient au-dessus, 50% de chances qu'ils soient au-dessous. Enfin, il y a 0% qu'ils soient pile poil au milieu, mais 50% de chances qu'ils soient au-dessus, 50% de chances qu'ils soient au-dessous. Bon, mais on a le sentiment que là, même s'ils segmentent différemment, rien n'a changé, puisque finalement, l'assureur des champs reste l'assureur des champs. Tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais tout à l'heure, celui qui segmentait, en fait, il assurait les paysans, et celui qui ne segmentait pas, il se retrouvait avec les citadins. Et donc, on se retrouve avec les mêmes parts de marché, les mêmes tarifs d'assurance, sauf qu'en fait, les citadins sont mutualisés et les paysans sont mutualisés. Il n'y a plus, au sein des citadins, les vieux qui payent moins cher que les jeunes. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les vieux de la campagne subventionnent, versent une subvention croisée aux jeunes. Donc, il y a un transfert intergénérationnel qui s'opère sous la forme d'une subvention croisée. Bon, et puis, si maintenant on imagine qu'il y a un autre assureur qui veuille segmenter en fonction des âges, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, toujours en reprenant, cette fois-ci, c'est plus la colonne de droite du tableau, c'était la ligne du bas, d'accord, du premier tableau. Ce dont on se souvient, c'est qu'en fait, les jeunes ont une sinistralité de 8% à la campagne et 12% à la ville, donc en moyenne c'est 10%. Les expérimentés ont une sinistralité moyenne de 82,2 parce qu'ils doivent avoir 6,67 à la campagne et 9 à la ville. Pardon. Et les vieux ont une sinistralité moyenne de 6,5% parce que c'est 4 à la campagne et 9 à la ville. Bon, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a deux catégories qui sont en dessous de la moyenne de 82,3. Donc si on segmente par âge, les jeunes vont rester chez l'assureur qui ne segmente pas, et puis les autres vont aller chez l'assureur qui segmente. Et donc le prix du marché, ça va être... Je m'ai un peu trompé. Je me suis complètement trompé dans la colonne marché, excusez-moi. Donc les transparents qui sont en ligne sont faux. Ceci dit, ça ne change rien parce que ça ne change rien au reste du tableau. Parce qu'en fait, les valeurs numériques ont été calculées de manière rigoureusement exacte, n'est-ce pas? À partir des données des colonnes précédentes. Enfin, quand même, on va restituer la vérité historique et surtout la vérité actuarielle. Nous y voilà. Donc, en fait, alors maintenant, les parts de marché vont être différentes. Qu'est-ce qu'elles sont concrètement? Ce qu'on voit, c'est que le premier assureur, celui qui ne segmente pas, il capte uniquement la clientèle des jeunes. Il capte uniquement la clientèle des jeunes, à qui il fait payer 82,33 € de prime, alors que le sinistre moyen, c'est 100. D'accord? Donc, comme il a 1000 assurés, il va facturer 82 333 € et 33 centimes de prime, et il va payer 1000 € de sinistre, donc il va se retrouver avec un ratio sinistre sur prime de 121%, bravo, et qui est dans un intervalle de confiance à 95%, c'est 9% en plus ou en moins. Celui qui segmente, il va récupérer les conducteurs expérimentés à qui il fera payer juste 10 centimes de moins, mais ça suffit pour les conducteurs expérimentés, parce qu'un sou est un sou, n'est-ce pas? Et puis, il va récupérer les seniors, qui eux payent vraiment nettement moins. Mais à chaque fois, il fait des tarifs indifférenciés, d'accord? C'est-à-dire que les seniors, il fait payer la même chose aux seniors de la ville et de la campagne. Enfin, il fait payer 65 € aux seniors aussi bien de la ville que de la campagne. Et donc, au bout du compte, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a 4000 clients. Il a 3000 clients expérimentés à qui il va faire payer chacun 82 222 € et 22 centimes. Et 1000 clients seniors à qui il va faire payer chacun 65 €. Donc au total, il va facturer 311 000 € de prime. Et il va indemniser autant. Donc il va se retrouver toujours avec un ratio sinistre sur prime de 100%, puisque lui, il fait une assurance actuarielle. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans ce cas-là, l'assureur qui segmente, il se retrouve avec 79% du marché, alors que l'assureur qui ne segmente pas se retrouve avec une toute petite part de marché. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, bien que l'assureur qui segmente ait une grosse part de marché, on a quand même une grande variabilité de son résultat, ce qui fait que son ratio sinistre sur prime est toujours dans un intervalle de confiance à plus ou moins 10%. Bon, alors pourquoi j'ai voulu vous présenter ces trois segmentations différentes? Parce que l'idée maintenant, ça va être de mettre tout le monde en concurrence sur le même marché, en se disant, on a un assureur qui ne segmente pas, et on a trois assureurs qui segmentent, un qui segmente parfaitement, mais les deux autres, ils segmentent l'un selon l'âge et l'autre selon la géographie.
Et on va voir ce qui se passe, d'accord, avec les 4 assureurs. Et en fait, on va calculer une statistique qu'on n'avait pas calculée. C'est-à-dire que là, on s'était simplement donné la largeur de l'intervalle de confiance à 95% du ratio sinistre sur prime, dont je ne vous ai pas expliqué le calcul, mais en fait, on peut exprimer le ratio sinistre sur prime comme une variable normale. Et comment on peut l'exprimer comme une variable normale, il suffit de calculer sa moyenne et son écart type pour en faire un intervalle de confiance, pour en faire une estimation ponctuelle. Mais on peut même faire mieux que ça, puisqu'on peut l'exprimer comme une variable normale, on peut connaître le quantile, 99,5% de la distribution. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de connaître le quantile, 99,5% de la distribution? En fait, connaître n'importe quel quantile, vous savez, c'est connaître la valeur que prend une statistique avec un niveau de confiance qui correspond au pourcentage du quantile. Là, pourquoi est-ce qu'on choisit 99,5%? On va le voir très vite. 99,5%, c'est le niveau de confiance qui est imposé par la réglementation des assurances. Aujourd'hui, la réglementation des assurances demande de fixer les fonds propres des entreprises de telle sorte que ce soit égal au quantile 99,5% de la distribution des pertes. C'est-à-dire que le niveau des fonds propres des compagnies d'assurance permet de faire face à 99,5% des années de gestion. D'accord ? Donc en gros, il n'y a qu'une année sur 200 qui va être la très mauvaise année à laquelle les fonds propres ne devraient pas permettre de faire, pourraient ne pas permettre de faire face. Bon, alors là, on n'est pas dans une logique de fixation de fonds propres, on est dans une logique de fixation de primes. L'idée est la même. C'est-à-dire on se demande, on sait très bien que le nombre d'assurés qui vont avoir des sinistres, c'est une variable aléatoire. Et donc on se dit, en gros, quel est le ratio sinistre sur prime qu'on peut avoir, le plus mauvais ratio sinistre sur prime qu'on peut avoir dans 0,5% des cas. D'accord ? Et donc ça, on a rajouté cette stat qu'on va appeler quantile 99,5% du ratio sinistre sur prime. Bon, et donc quoi ? On a juxtaposé les 4 offres commerciales des 4 assureurs. D'accord ? L'assureur qui ne segmente pas, l'assureur qui segmente par âge, l'assureur qui segmente géographiquement, et l'assureur qui fait la segmentation parfaite. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les jeunes à la ville, quand on ne segmente pas, on leur propose une prime à 82,30 €. Quand on segmente par âge, on leur propose une prime à 100. D'accord ? Quand on propose une segmentation géométrique, on leur propose une prime à 95. Quand on propose une segmentation parfaite, on leur propose une prime à 120. Donc celui qui va assurer les jeunes de la ville, c'est le premier assureur. D'accord ? C'est l'assureur qui ne segmente pas. Ensuite, les jeunes de la campagne, c'est celui qui segmente géographiquement qui va les assurer. D'accord ? Ensuite, les expérimentés à la ville, c'est celui qui fait juste la segmentation par âge. Ensuite, les expérimentés de la campagne, c'est juste celui qui fait la segmentation géographique. Ensuite, c'est pour ça que l'exemple est futé, vous allez voir. Ensuite, les seniors de la ville, en fait, c'est celui qui segmente par âge qui va les récupérer. Et ensuite, les seniors de la campagne, c'est celui qui fait la segmentation parfaite qui va les récupérer. Donc en gros, celui qui segmente pas, il assure que les jeunes en ville, à qui il propose un tarif qui n'a évidemment rien à voir avec leur risque, puisque leur risque, c'est pratiquement 50% de plus. Donc il va faire juste 60 000 euros il va juste faire 41 166,67 € de prime, alors qu'il va avoir 60 000 euros de sinistre. Donc il a un magnifique ratio sinistre sur prime à 146%. Et quand on prend le quantile 99,5% de son ratio sinistre sur prime, on est à 190%. Bon, donc lui, il est clair qu'il a tout le temps perdu du fric. Bon, il a tout le temps perdu du fric, mais en même temps, il a une toute petite part de marché. Donc c'est pas dramatique à gérer. Ensuite, celui qui segmente par âge, lui, on voit qu'il va avoir c'est lui qui va avoir la part de marché la plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui va récupérer en fait à la fois les expérimentés en ville et les seniors en ville. Donc de fait, il a 2500 assurés, ce qui est quand même du monde. Et même s'il ne leur fait pas payer une prime d'assurance très élevée, il a quand même la moitié des assurés. Donc il facture en gros 197 000 euros de prime, il a 225 000 euros de sinistre, ça lui fait un rapport sinistre sur prime à 114%. Et le quantile 99,5% de son ratio sinistre sur prime est à 140%. Donc du coup, dans 99,5% des cas, il va perdre jusqu'à 140%. Enfin, il va avoir un ratio sinistre sur prime jusqu'à 140%, et il a 0,5% de chance, il a une chance sur 200, donc d'avoir un ratio sinistre sur prime encore supérieur à 140%. Oui, ça devrait mal aller. Voilà. Bon, et puis ensuite, le seul truc qui nous intéresse finalement, c'est celui qui va faire la segmentation parfaite.
parce que celui qui va faire la segmentation parfaite, c'est le seul qui ne perde pas d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va assurer que les seniors à la campagne, il va assurer que 10% des assurés, et comme ces 10% des assurés, ils payent une prime très faible, de fait, sa part du marché de l'assurance, ça va être 5,7%. Donc c'est celui qui s'est assuré, c'est celui qui a écrémé les meilleurs risques, mais il assure personne. Il assure personne, et en fait, même si il a un ratio sinistre sur prime à 100%, comme il a très peu d'assurés, ben, en fait, son ratio sinistre sur prime, il est défini à un niveau de confiance de 95%, il est dans un intervalle, plus ou moins 42%, autour de 100%. Donc il fluctue énormément. Par rapport à... on sait que le ratio sinistre sur prime, quand on a le marché complet, ne fluctue que de 5%. Mais c'est normal, parce qu'en gros, quand on a 10 fois moins de monde, ça fluctue 10 fois plus. Ça me paraît bizarre, pardon. Ça devrait être racine de 10, enfin peu importe. Mon calcul doit être bon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que son quantile, 99,5%, il est plus élevé que les quantiles des assureurs qui ont des grosses parts de marché. C'est-à-dire que de fait, il a tellement de variabilité que même si en moyenne il ne perd pas d'argent, une année exceptionnelle, il peut tout à fait avoir un ratio sur prime supérieur aux assureurs qui de toute façon perdent du fric en moyenne. Bon, donc la conclusion est quand même un peu... Alors, la conclusion, d'accord, c'est que évidemment les assureurs qui ne segmentent pas vont perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont continuer de proposer des tarifs moyens à des risques élevés. Et donc, de fait, ils vont pas tarifer les risques à leur prix. Donc leurs primes d'assurance seront trop faibles pour couvrir les indemnisations. Donc là, ils vont perdre de l'argent en moyenne. Donc effectivement, quand on segmente, ceux qui ne segmentent pas assez vite, ils sont perdants. Et ceux qui écrèment se retrouvent avec les bons risques. Mais ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on est dans une dynamique où le marché commence déjà à être segmenté, les possibilités d'écrémage, ça consiste à prendre des niches de plus en plus petites. Donc quand je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un moment où vous n'aurez plus de la mutualité suffisante. En auto, les tarifs des grosses compagnies, c'est plusieurs centaines de milliers de cellules. D'accord ? Quand on dit il y a beaucoup de classes de risque. Pourquoi ? Parce que c'est pas compliqué. En France, quand vous croisez déjà 95 codes postaux en France métropolitaine, vous croisez ça avec 5 classes d'âge, des classes de revenus, des classes de véhicules, et le fait qu'il y ait un garage et pas de garage, des trucs comme ça, regardez déjà à combien de possibilités vous êtes. Alors, vous pouvez dire qu'il y a des possibilités qui vont être équivalentes. Bon, d'accord, mais potentiellement, ça fait vraiment énormément de cellules. Alors, donc ce qu'on voit, c'est que en fait, ceux qui écrèment, ils vont surtout avec des niches qui sont en général petites. Et parce que ces niches sont petites, leurs résultats vont être très variables. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas d'ordinaire. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est que quand on attaque le problème et qu'on raisonne en termes d'espérance, on se dit, ah oui, d'accord, ceux qui écrèment, ils vont prendre les bons risques. Ils vont prendre les bons risques, mais ils vont aussi prendre de la variabilité. Et donc, ils ne sont pas sûrs de pouvoir gagner de l'argent. Alors évidemment, dans un système où, en fait, le profit de l'entreprise, c'est une valeur d'option, c'est-à-dire, en gros, je mets une prime super basse, comme ça, je rafle plein de clientèle, et puis je me paye des bonus, et tant pis si la boîte fait faillite, effectivement, c'est pas un problème. Mais ça, c'est pas une mentalité d'assureur. Ça, c'est des trucs de banquier. Un assureur, il ne va pas faire des coups comme ça. Un assureur, il va penser en termes justement de pérennité et d'indemnisation du client, et il se dit, si j'ai une très grosse variabilité, c'est peut-être pas très intéressant de segmenter. Alors, c'est peut-être pas très intéressant de segmenter, mais maintenant vous comprenez pourquoi la percée des GAFA et toutes les questions de l'économie de l'information et des informations dont les GAFA disposent sur les utilisateurs, les informations que les GAFA collectent gratuitement, c'est la hantise des assureurs. Parce que les assureurs ont le sentiment qu'eux, ils ont sur leurs assurés une information beaucoup plus incomplète, parce que ce qu'ils voient, c'est les données de navigation des assurés sur leur propre site, plus les données qu'ils ont dans la relation avec le client, soit parce qu'ils leur envoient des mails, mais je ne sais pas si vous ouvrez les mails que votre assureur vous envoie. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est pas le truc qui me fascine absolument, même si par ailleurs j'écris dans l'ordre du risque, et ça m'arrive de lire des trucs sur l'assurance. Ce que mon assureur m'envoie, c'est bon. Donc de fait, le nombre de points de contact avec votre assureur est peut-être un peu plus faible que le nombre de points de contact que vous avez avec Google, par exemple.
à moins que vous soyez anti-Google résolu, que vous n'ayez pas de smartphone et que vous ayez une calculatrice 4 opérations et un ordinateur des années 80, ce que Google sait de vous, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce que vous avez acheté sur Amazon depuis 300 ans, et tout ce que vous avez recherché partout, etc. Donc de fait, ils ont plein d'infos sur vous. Et donc les assureurs se disent que le prochain tour, c'est Google et Amazon vont segmenter comme des bêtes et vont leur prendre tous les bons risques. Et en même temps, ce qu'un certain nombre d'actuaires leur expliquent, c'est que s'ils font ça, ils vont avoir des classes d'assureurs, ils vont avoir des niches tellement petites qu'ils ne vont pas pouvoir gagner d'argent dessus. Alors, le fait est qu'on ne peut pas se contenter, quand on est sur un marché, de se dire « Oh, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas possible de segmenter, j'ai déjà la segmentation optimale ». Parce qu'en fait, la segmentation optimale, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est possible d'y penser a priori, de se dire ben, voilà, je me donne un problème où la distribution des risques dans la population, c'est ça. Quelle est la segmentation optimale? Dans la vraie vie, quand on a, enfin, comme je vous l'ai dit, quand vous arrivez sur un marché, vous ne savez pas quelle est la distribution des risques. Et donc vous apprenez la segmentation optimale. L'idée quand même, c'est que plus vous allez segmenter sur le marché, plus vous allez prendre de risques à la fois de mal classer vos assurés dans une mauvaise catégorie de risque. Donc ça, c'est du pur risque de souscription, dans lequel vous mettez un chauffard chez les bons assurés, vous allez perdre beaucoup, d'accord? Article 1 et article 2, en plus de mal classer, vous allez prendre le risque d'avoir des petites mutualités avec une grande variabilité et donc de perdre de l'argent. C'est pour ça que Google et Amazon ne sont peut-être pas très pressés de venir vendre des assurances et de prendre ces risques-là. D'autant plus que pour des entreprises de la nouvelle économie, enfin les pure players, les GAFA, se rater sur l'introduction sur un nouveau marché, c'est-à-dire que si effectivement ils attaquent le marché de l'assurance en segmentant comme des bêtes, en disant regardez, nous on est des pros, on a toutes les données, on segmente, etc., et qui se plantent non pas parce qu'ils auraient mal segmenté, mais juste à cause de la variabilité, tout le monde retiendra qu'ils se sont plantés, et ça va faire extrêmement mal. Donc tout ça fait que, pour l'instant, les camarades de Google sont extrêmement conservateurs sur le sujet. Ils prennent des actions dans les monnaies, mais ils n'ont pas envie d'assurer eux-mêmes. Voilà. Bon, alors ça, c'était le cas où les assureurs connaissent plus ou moins le risque, d'accord? Maintenant, il y a un deuxième cas qui est que, si vous voulez, on peut imaginer qu'en fait les risques soient connus imparfaitement. Donc il y a plusieurs manières d'envisager la manière dont les risques sont connus imparfaitement, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on connaisse parfaitement la distribution des risques dans la population, mais qu'on ne sache pas reconnaître si un assuré est risqué ou non. Bon, donc c'est typiquement le cas de la symétrie d'information. Et alors là, il y a une grosse contribution de Joseph Stiglitz, avec Michael Rothschild, qui a été le complice de Stiglitz quand il faisait de la micro du risque d'assurance, parce que vous savez qu'ils ont aussi écrit une série d'articles sur la mesure de risque à la fin des années 60. Et Stiglitz qui sera, comme vous le savez, dans l'amphi juste derrière demain. Et donc le Stiglitz, son idée, c'est de montrer que, en fait, même si on ne sait pas reconnaître les bons des mauvais risques, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur proposer des types de contrats qui vont faire qu'ils vont eux-mêmes aller vers le contrat qui est bon pour eux, enfin, non seulement du point de vue de leur préférence, ça c'est quand même un des postulats de la théorie économique, mais aussi du point de vue de l'équilibre économique. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On imagine que, bon, on repart avec nos notations, d'accord, on a deux états de la nature, l'état sans sinistre où la richesse c'est Rn, l'état avec sinistre où la richesse c'est Rs qui vaut, la richesse de départ moins dès le montant du sinistre. On imagine une prime d'assurance qui fait partie des recettes de l'assureur, qui est une dépense pour l'assuré. Et on imagine que l'assureur indemnise en cas de sinistre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire donc, en fait, une différence entre les hauts risques et les bas risques, avec une proportion de hauts risques qu'on va appeler petit r, d'accord, et dont on va voir qu'elle va jouer un rôle, parce que, en fait, si on n'a pas assez de hauts risques, on risque un échec de marché. Bon, donc, cette fois-ci, ce qu'on imagine, c'est vraiment que l'assureur ne sait pas reconnaître les risques. Et c'est très bien, sauf que j'ai complètement zappé l'essentiel, c'est que j'ai oublié de vous remettre le petit schéma qu'on avait là-bas, le schéma qu'on avait tout à l'heure, parce que finalement, à partir du moment où l'assureur sait reconnaître les risques, on n'a pas de problème, on est dans le cas qu'on avait vu précédemment, d'accord, on n'est pas dans le cas de la symétrie d'information. On va se rappeler
les termes du magnifique graphique que je vous avais montré. C'était l'époque où je prenais encore le temps de faire des graphiques. Hop, on va remettre ça là. Et tada. Donc vous vous souvenez en fait, on a la droite à 45 degrés qui représente l'ensemble des contrats d'assurance complets. Et évidemment, les bas risques sont dans une bien meilleure situation que les hauts risques, puisque comme les bas risques ont une probabilité de sinistre qui est plus faible, on peut leur proposer une couverture actuarielle à un coût plus faible. En fait, les contrats que les assureurs peuvent proposer sont sur les segments qui vont du point I, qui est le point de dotation initial de l'assuré. La dotation initiale, c'est-à-dire il a un niveau de risque R0 qui est en abscisse, et puis il a un niveau de risque R0-D qui est en ordonnée. Donc en fait, les contrats d'assurance possibles, ils sont sur les segments qui vont de ce point I vers les points avec des étoiles qui correspondent en fait à l'assurance complète du risque, des hauts risques et des bas risques. Bon, et puis vous vous souvenez qu'il y a la ligne pointillée qui correspond au risque moyen. Bon, donc en fait, si maintenant on imagine que l'assureur ne peut pas reconnaître les bons et les mauvais risques, qu'est-ce qui se passe? Il se passe évidemment que les mauvais risques vont chercher à atteindre B étoile. Alors, il y a deux solutions, si vous voulez. Enfin, l'idée, c'est que soit on propose le contrat mélangeant à tout le monde. Si on propose le contrat mélangeant à tout le monde, on ne va pas perdre d'argent. Donc si on se place sur la ligne pointillée, on ne va pas perdre d'argent. On ne va pas perdre d'argent, sauf que s'il y a un assureur qui vient proposer un contrat, par exemple, vous voyez le B'. Le B', il est sur la droite des bons risques. Donc de fait, comme il est sur la droite des bons risques, il est actuariel pour les bons risques. Donc il va intéresser les bons risques. Et donc les bons risques vont effectivement prendre B'. D'accord ? Les mauvais risques, on voit que les mauvais risques, en fait, si on leur propose un contrat sur la ligne en pointillé qui est sur une courbe d'indifférence au-dessus de la courbe d'indifférence qui correspond à B', ils ne vont pas vouloir aller en B'. Mais en revanche, et même on peut leur proposer H', c'est-à-dire on peut leur proposer une indemnisation complète, d'accord ? Ce qu'on voit, c'est que la courbe d'indifférence qui passe par H', elle est au-dessus de B'. Donc de fait, si vous proposez une assurance complète au mauvais risque en H', et une assurance au bon risque, qui peut être une assurance actuarielle, qui est sur leur ligne IB, mais qui est en dessous de la courbe d'indifférence qui correspond au niveau H' pour les bons risques, pour les mauvais risques ne vont pas venir acheter l'assurance actuarielle des bons risques, parce qu'ils préfèrent payer cher une couverture complète que payer pas cher une couverture incomplète, parce que c'est des mauvais risques. D'accord ? Pourquoi payer cher ? C'est cher, mais c'est actuariel. D'accord ? C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on ne s'est pas encore posé de question de chargement. Alors vous vous souvenez que puisqu'il n'y a pas de chargement, les gens qui ont de l'aversion pour le risque vont préférer une couverture complète. Donc de fait, les mauvais risques préfèrent aller en H' plutôt qu'être en H étoile, plutôt qu'être en B', même si en B', ils s'assurent à meilleur marché. Bon, donc il y a ça aussi. Enfin, il y a à la fois que, en gros, l'assureur a conçu des contrats qui va faire que les assurés vont se sélectionner eux-mêmes. Ça, c'est un peu le top de l'assurance. Vous n'avez même plus besoin d'essayer de sélectionner les risques. Vous êtes en mesure de concevoir des contrats qui vont faire que les risques vont eux-mêmes s'orienter vers le contrat qui leur convient mieux. Bon, ceci dit, paradoxalement, même si on ne connaît pas, on ne sait pas faire la différence entre les bons et les mauvais risques, on connaît suffisamment les préférences des différentes catégories d'agents pour leur proposer des contrats de ce type. Parce qu'évidemment, en termes de connaissance de la psychologie des agents, c'est quand même très exigeant. D'accord ? Bon, et donc ces deux contrats d'assurance, là, le contrat H' et le contrat B', vont s'appeler des contrats séparateurs, puisque, en gros, les bons et les mauvais vont se séparer. D'accord ? Bon, et donc notre équilibre séparateur, c'est celui où on propose à chaque catégorie de risque un contrat typique qui ne va intéresser que lui. Ce qu'on voit quand même, c'est que ce contrat séparateur, il associe d'insatisfaisant que le niveau de couverture qu'on propose au gros risque est quand même très faible. Et donc il y a un double problème dans le fait de proposer un niveau de couverture très faible. Il y a le problème déjà que justement les bons risques n'arrivent pas à s'assurer, parce que si on essaie de les assurer plus que B', en fait,
on va aussi être sur une courbe d'indifférence plus élevée pour les mauvais risques. Et donc les mauvais risques ne vont plus garder leur assurance complète, ils vont venir acheter le contrat des bons risques. Or, comme ils sont des mauvais risques, bah, évidemment, ils vont faire dérailler le contrat des bons risques, c'est-à-dire qu'ils vont faire perdre de l'argent à l'assureur. Donc de fait, on peut assurer que très, très imparfaitement les bons risques. Et en plus, on est exactement dans le cas qu'on vient de décrire, où en fait, comme on assure peu les bons risques, on va avoir une grande variabilité du résultat. Et donc, si vous voulez, c'est doublement insatisfaisant parce qu'à la fois on assure mal les bons risques, dans le sens où on ne les assure pas complètement, et c'est potentiellement coûteux parce qu'on peut faire des pertes, justement parce qu'on n'assure pas beaucoup. Bon. Pour autant, est-ce que l'équilibre séparateur est le remède anti-sélection? Oui, d'autant plus que ça marche bien, mais ça marche bien en gros si R est grand. Si R est grand, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de mauvais risques. En effet, si R est trop petit, qu'est-ce qui va se passer? Si R est trop petit, si R est petit, ça veut dire concrètement s'il y a peu de mauvais risques. S'il y a peu de mauvais risques, alors c'est paradoxal parce que vous savez que pour que l'assurance marche, il faut qu'il n'y ait pas trop de mauvais risques. Parce que s'il y a trop de mauvais risques, la prime d'assurance va en valeur devenir importante par rapport au risque moyen. Et les gens vont plus vouloir payer la prime d'assurance parce qu'ils vont se dire que elle est trop proche de la valeur du sinistre et ils préfèrent attendre le sinistre. Bon, mais donc, pourquoi il faut quand même que le nombre de mauvais risques soit suffisamment grand? C'est parce que s'il y a trop peu de mauvais risques, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la droite en pointillé, donc la droite, vous vous souvenez, qui correspond au risque moyen, elle va être proche le segment en pointillé, il va être proche du segment actuariel des bons risques. Pourquoi? Parce que comme il y a peu de mauvais risques, quand on fait la moyenne pondérée de la probabilité de sinistre des bons risques avec la probabilité de sinistre des mauvais risques, si la pondération c'est très peu pour les mauvais risques, la moyenne pondérée va être proche de la valeur des bons risques. Donc du coup, le segment qui correspond à l'assurance actuarielle moyen va être proche du segment des bons risques. Alors pourquoi ça crée des complications? Parce que ce que vous voyez, c'est que si votre segment actuariel du risque moyen, il est proche du segment actuariel des bons risques, ça va être assez compliqué de trouver si vous voulez, ça va être assez compliqué d'offrir un contrat séparateur. Pourquoi? Parce que le contrat séparateur, en fait, donc si vous proposez, on imagine qu'il y a peu de mauvais risques, comme c'est le cas sur le schéma. On imagine un assureur qui propose des contrats séparateurs, le contrat H étoile pour les mauvais risques, le contrat B' pour les bons risques, qui est en dessous de la courbe d'indifférence des mauvais risques qui correspond au contrat H étoile. Donc, effectivement, les bons risques vont aller vers B', et les mauvais risques vont aller vers H étoile, parce qu'H étoile, c'est sur une courbe d'indifférence supérieure pour eux à B'. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, arrive un assureur qui va proposer quoi? Qui va proposer, en fait, un contrat mélangeant sur la ligne en pointillé. Et le contrat mélangeant, ce qu'on voit, c'est qu'il va être intéressant pour tout le monde. D'accord? Il va être intéressant pour tout le monde. Et donc, en fait, à la fois les bons risques et les mauvais risques vont aller vers le contrat mélangeant. Le contrat mélangeant, ça pourrait être le contrat HB. Pourquoi il est HB? Parce que c'est avec les hauts et les bas risques. D'accord? Et pourquoi il est mélangeant? Parce que ce que vous voyez, c'est que le contrat HB, qui est donc sur la ligne en pointillé, il est évidemment plus intéressant à la fois pour les bons risques et pour les mauvais risques. Il est sur une courbe d'indifférence supérieure pour les mauvais risques, ça crève les yeux, et il est sur une courbe d'indifférence supérieure pour les bons risques. Donc de fait, si R est petit, la proposition de contrat mélangeant est intéressante pour tout le monde. Alors que ce qu'on voit, c'est que quand on est ici, le contrat mélangeant n'est pas intéressant pour les bons risques. D'accord? Puisque les contrats qui sont sur la ligne pointillée ne sont pas intéressants pour les bons risques. Ils sont en dessous. Donc ils offrent un niveau de bien-être inférieur dans les deux états de la nature pour les bons risques. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre contrat mélangeant HB, il peut y avoir un assureur qui va être tenté de proposer un contrat d'écrémage qui va attirer les bons risques, parce qu'il sera où? Il sera entre la ligne pointillée et la ligne des bons risques, mais en dessous de la courbe d'indifférence des mauvais risques. Et donc quoi? Donc l'assureur qui propose le contrat BB, il va attirer les bons risques. L'assureur qui avait proposé le contrat mélangeant HB va se retrouver avec les seuls mauvais risques, exactement comme on vient de le voir dans le cas de segmentation. Et donc, de fait, la possibilité qu'il y ait un contrat mélangeant
qui intéresse aussi les bons risques, justement parce qu'il y a peu de mauvais risques, ça va faire que dans une deuxième étape, on va avoir un assureur qui va aller écrémer le contrat mélangeant, et donc l'assureur qui reste avec les mauvais risques va perdre de l'argent et faire faillite. Et donc on va avoir un échec. Et d'un autre côté, l'assuré qui va attirer les bons risques, et il va en avoir beaucoup, mais l'échec de marché, c'est qu'en fait, personne ne va être en mesure d'indemniser les mauvais risques. Le problème, c'est que comme c'est des mauvais risques, il va y avoir beaucoup de sinistres. Et donc il va y avoir un vrai problème. Et ce vrai problème, pourquoi c'est un échec de marché? Parce qu'un échec de marché, c'est qu'en gros, le marché n'est pas capable d'offrir des prestations d'assurance, des services d'assurance aux mauvais risques, dans ce cas-là. Enfin, de fait, il y a un assureur qui les tarife, mais comme il les tarife pas suffisamment, il ne va pas être en mesure d'indemniser. Donc on peut considérer que c'est un échec de marché, puisque les contrats ne vont pas pouvoir être tenus. D'accord. Bon, alors, ça c'est un exemple numérique, je ne sais pas si c'est la peine, parce qu'en fait, maintenant, je ne vais pas reprendre cet exemple numérique qui était minable, dans la mesure où je pense que l'exemple qu'on a pris avec les formes de segmentation, l'exemple d'Arthur Charpentier que j'ai rajouté au cours de cette année, me paraît beaucoup plus clair sur la manière sur les effets de la segmentation. C'est-à-dire que de fait, on voit bien qu'à partir du moment où il y en a un qui segmente, il va attirer les bons risques et ne pas perdre d'argent, et tous ceux qui restent avec les mauvais risques, comme ils font payer le tarif moyen à des risques qui sont actuariellement plus mauvais, ils perdent forcément de l'argent. Bon, alors s'il fallait conclure sur l'antisélection, il faut dire quand même que par rapport à la situation précédente, le fait d'être en aveugle par rapport au client, au risque du client, c'est quand même beaucoup plus dérangeant. Alors en plus, dans l'exemple de Rothschild et Stiglitz, c'est un drôle d'aveuglement, d'accord? Parce qu'en fait, on connaît exactement la distribution de probabilité des risques dans la population, simplement on n'est pas capable de reconnaître les bons risques et les mauvais risques. Alors ça, c'est pas... Le problème de l'assureur, il est un peu différent. Le problème de l'assureur, il est qu'il ne connaît pas exactement la distribution des risques dans la population, sauf le risque vie, d'accord. Mais il a quelques idées de ce que sont les bons et les mauvais risques, même si par ailleurs, il ne connaît pas leurs risques à chacun. Donc de fait, ce n'est pas une représentation exacte, mais c'est quand même une représentation de la nature de la concurrence, où on voit bien émerger l'échec de marché comme une conséquence du processus de segmentation. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où il n'y a pas assez de mauvais risques, et de toute façon, plus on va segmenter, plus on va se retrouver dans le cas où les populations de mauvais risques sont des petites populations dont on voit qu'elles vont être exclues du marché de l'assurance. Alors pourquoi c'est une question fondamentale? Parce qu'à votre avis, dans quoi est-ce que ceci trouve une application immédiate? Où est-ce que c'est un problème en assurance? Est-ce que c'est un problème en auto, par exemple, en RC auto? Concrètement, si vous êtes un très mauvais risque en RC auto, est-ce que vous allez être face à un échec de marché? Ben non, parce que même si, alors, de fait, vous souscrivez un contrat, l'assureur ne détecte pas que vous êtes un très mauvais risque, vous avez 27 sinistres responsables dans l'année, il est vraisemblable qu'il va vous résilier à la fin du contrat. Il est obligé d'aller jusqu'au bout, mais il va quand même vous résilier à la fin. Bon, ensuite, vous allez voir un autre assureur en lui disant l'année dernière, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai eu 27 sinistres, mais cette année, c'est promis, je bois que de la vie. Ça ne va pas le faire, donc personne ne va vouloir de vous. Donc vous allez au bureau central de tarification, qui va vous désigner d'office un assureur, qui calculera un tarif actuariel et qui sera obligé de vous assurer à ce tarif. Donc de fait, il n'y a pas d'échec de marché. Enfin, il y a un échec de marché, mais il y a une autorité de régulation qui pallie l'échec de marché. En revanche, là où ça devient un problème, c'est en santé. Parce que concrètement, dans ce système de segmentation dynamique, où on voit que quand on segmente, il y a un moment où les mauvais risques se retrouvent de côté. Pourquoi le problème, c'est les mauvais risques? Parce que les gens qui sont en mauvaise santé, ça leur coûte cher de soigner, mais en plus, comme ils sont en général en mauvaise santé, ils ont des problèmes au boulot, parce que ça marche plutôt moins bien le boulot quand on est en mauvaise santé, donc ils sont plutôt pauvres, donc comme ils sont pauvres, ils ne peuvent pas payer une assurance, et donc évidemment la question des gens en mauvaise santé, c'est une question très ennuyeuse,
d'abord pour eux, parce qu'ils sont en mauvaise santé et c'est très ennuyeux, mais aussi du point de vue de l'échec de marché, parce que l'exemple de Rothschild et Stiglitz nous montre quand même qu'on va avoir tendance à pousser ces mauvais risques vers la sortie. Bon. Et donc, alors, vous avez plusieurs systèmes pour instaurer des subventions croisées, d'accord? Le premier système, c'est de rendre la sécurité sociale obligatoire, et ça associe de très intéressant au système de sécurité sociale obligatoire, c'est que ça instaure une subvention croisée sans que les bons risques puissent partir. Donc ça évite les crémages. Et de fait, si vous voulez, dans la mesure où on n'est pas tous, enfin, dans la mesure où on ne choisit pas son patrimoine génétique, et donc les risques auxquels on peut même simplement les maladies dont on hérite, parce que vous pouvez hériter de maladies génétiques, mais vous pouvez aussi hériter de maladies qui ne sont pas des maladies génétiques. C'est-à-dire que si votre mère est malade pendant la grossesse, vous pouvez récupérer soit des difformités, soit des maladies systémiques que vous avez gardées toute votre vie. D'accord. Bon, donc ça, il est difficile. Enfin, il est quand même assez difficile de penser que c'est la faute des enfants s'ils récupèrent les gènes pourris ou les microbes de leurs parents. D'accord. Donc il y a un problème de justice absolument évident dans le fait de dire un échec de marché, c'est pas mon problème. Bon, donc de fait, l'assurance santé universelle, c'est une solution. Aux États-Unis, où il y a une assurance santé universelle qui est, vous savez, Medicare, Medicaid, mais il me semble que Medicaid c'est pour les personnes âgées et Medicare c'est pour les personnes âgées et Medicaid c'est pour les pauvres. Le problème, c'est que c'est un programme qui est évidemment très insuffisant, qui est beaucoup plus faible que la CMU, par exemple. Et donc, l'un des grands enjeux du mandat d'Obama, c'était en fait d'instaurer un système d'assurance santé dans lequel il y avait une subvention croisée qui faisait que les riches en bonne santé payaient en fait des impôts qui subventionnaient l'assurance de ceux qui n'avaient pas les moyens de s'assurer à un tarif actuariel. Bon, et ce qu'il faut dire quand même, c'est que le démantèlement d'Obamacare, de ce système d'assurance dans lequel il y avait une subvention croisée qui permettait d'assurer les gens qui, sans cela, ne pouvaient pas s'assurer. Ça a permis à 20 millions d'Américains pauvres de s'assurer. Et les Américains pauvres, ce que j'appelle les Américains pauvres, c'est y compris des diplômés d'enseignement supérieur. C'est des gens qui ont fait des bonnes études, qui n'ont pas fait forcément des trucs crapuleux, d'accord, mais qui se retrouvent dans une situation où ils ont des jobs qui ne payent pas bien et ils ne peuvent pas s'assurer. Parce que les soins aux États-Unis coûtent extrêmement cher, et donc les assurances santé coûtent extrêmement cher. Donc grâce à l'Obamacare, il y avait 20 millions d'Américains qui n'avaient aucune assurance santé, qui ont pu acquérir une assurance santé. Ce truc a rendu une partie des républicains complètement dingues. C'était quand même le premier truc que Trump a essayé de faire, à part de virer les étrangers, et de signer des décrets complètement aberrants pour empêcher les Égyptiens de venir aux États-Unis, ça a été de démanteler l'Obamacare. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début du mandat de Trump. Donc, il a soutenu. Que, vous savez, le président américain, c'est pas le gouvernement américain qui a l'initiative des lois aux États-Unis. Contrairement à la France, où de fait, le gouvernement peut déposer une proposition de loi, un projet de loi au bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, sauf que le gouvernement, c'est toujours à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, c'est pas le gouvernement qui a l'initiative des lois, de fait, c'est le Congrès. Mais les congressmen républicains, puisqu'ils avaient la majorité, ils avaient déposé un projet un bill pour, en gros, démanteler l'Obamacare. Et en fait, ils ont gagné à la Chambre des représentants, ils ont perdu au Sénat avec la voix de John McCain. C'est la raison pour laquelle Trump haïssait McCain. C'est parce que McCain a bloqué le premier truc pour lequel elle a été élue, qui était le démantèlement de cette assurance. D'accord. Bon, et donc, grâce à McCain, on a sauvé Obamacare et l'assurance de 20 millions d'Américains, parce que, typiquement, si vous voulez... alors, c'est amusant cette histoire de l'assurance santé, parce que selon la façon dont vous posez la question, la réponse apparaît évidente ou elle apparaît évidente dans une sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si vous partez avec pas de système d'assurance et que vous dites que l'assurance santé c'est formidable, on va la tarifer au coût marginal, si vous voulez à l'espérance de sinistre de chacun, il va se voir que vous allez être avec un échec de marché. Vous allez avoir deux raisons pour vous allez avoir un échec de marché vrai et puis un échec de marché implicite. L'échec de marché implicite, c'est que de fait, il y a plein de pauvres qui n'ont pas les moyens de payer leur assurance santé. Et là, la réponse classique, c'est s'ils n'ont pas les moyens, tant pis pour eux. Et puis, tant pis pour eux si
s'ils sont des malades, c'est pas mon affaire, hein, vous comprenez, je suis en bonne santé, je vois pas pourquoi je m'emmènerais avec les pauvres. C'est vrai, il y a tellement de choses plus intéressantes que les pauvres dans la vie. Il y a quand même la partie échec de marché que nous montre Rothschild et Stiglitz, qui est que si on organise le marché un peu différemment, si on se retrouve avec trop peu de mauvais risques, ben, ces trop peu de mauvais risques qui vont quand même être exclus du marché parce que de fait, il n'y aura pas d'assureurs pour porter leurs risques, parce qu'ils ne seront pas un risque rentable. Si en revanche je vous posais la question du point de vue d'un pays comme la France, où vous avez déjà un système de sécurité sociale qui opère une mutualisation des risques, et où vous dites, est-ce que ce ne serait pas bien d'introduire une part supplémentaire d'assurance privée, et qu'on vous dit, ouais, mais d'accord, mais le truc avec l'assurance privée, c'est qu'on va se retrouver en situation d'exclusion pour une partie des mauvais risques. Là, vous dites, ah oui, non, ça pose quand même un problème, et donc, il faut trouver quelque chose pour ceux qui perdraient leur couverture. Bon, donc c'est exactement la même question, mais selon la manière dont vous la posez, dans un cas, ça paraît absolument naturel que les gens ne soient pas assurés, dans l'autre cas, ça paraît quand même pour le moins bizarre. Bon, vous avez compris de quel côté j'étais, merci de votre patience. Oui. Oui. Où est-ce que je suis ? Non, mais ils payent plus. Ben, non, ils partent pas. Non, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils payent une taxe sur leur assurance santé. Non, mais rassurez-vous, l'assurance santé, les gens ils s'assurent complètement, ils ne sont pas nombreux. D'accord ? C'est-à-dire que les riches, ils ont les moyens de s'assurer. Et autant, ils ne paieraient pas, ils payent pas quelque chose en plus, mais pour eux, ils payent. C'est ça qui est particulièrement cynique. C'est-à-dire que, en gros, ils ne s'assureraient pas. Des gens qui ne s'assuraient pas et qui diraient, bon, bah, moi je ne m'assure pas, je vois pourquoi les pauvres s'assureraient. Pourquoi pas ? Mais les gens qui, eux, sont prêts à payer plein pot. Et ce qui est fou aux États-Unis, vous savez, c'est que dans le système américain, si vous voulez, comme il y a des assurances privées qui payent très cher, il y a une assez grande différence dans l'accès aux soins. C'est-à-dire que concrètement, si ça vous arrive d'être malade aux États-Unis, vous allez vous retrouver à aller dans la partie bas de gamme du système de santé, parce que c'est déjà très cher. Mais la partie haut de gamme, c'est celle qui est couverte par les assurances privées très, très chères. Donc le truc qui est fou, c'est que les riches dépensent un fric monstrueux pour leur assurance santé, pour avoir une espérance de vie moins grande que celle qu'ils auraient en France, en dépensant beaucoup moins. D'accord ? C'est-à-dire que dans la mesure où de toute façon, il est évident que la question de la vie, c'est un truc où il y a un rendement du système de soins qui est décroissant. C'est-à-dire que si vous avez 1 milliard à mettre en dépenses de santé, il vaut mieux le mettre sur la population qui a la plus faible espérance de vie, parce que c'est là que vous allez avoir un gain plus fort en espérance de vie. Donc en gros, plus vous avez des inégalités en santé, plus votre système est inefficace et plus l'espérance de vie est courte. Alors comme le système américain est un système assez inégalitaire, bah, de fait, il n'est pas efficace. C'est ça que donc l'idée, c'est que si les dépenses de santé étaient mieux réparties, les riches auraient une espérance de vie plus longue. Mais ils préfèrent payer pour eux plutôt que payer pour un système qui serait plus inégalitaire, même si ça, indirectement, ça pouvait les favoriser. Bon. Cela dit, quand un fonctionnaire vous dit qu'il préfère payer des impôts, vous comprenez pourquoi. Alors, si on voulait voir, après mes bêtises politiques que je n'aurais pas dû faire, évoquer quelques astuces. Ce qu'on voit, c'est que donc, il y a quand même des astuces pour fabriquer de la sélection, ou de la segmentation. Par exemple, si on prend le système du bonus-malus. À quoi ça sert le système du bonus-malus ? En fait, le système du bonus-malus, c'est un système de segmentation dynamique, typique, d'accord ? En fait, il y a pratiquement qu'en France qu'on a le système de bonus-malus pour l'assurance auto. Vous savez comment ça marche ? C'est-à-dire que chaque année où vous n'avez pas de sinistre, votre prime d'assurance baisse de 5%, jusqu'à concurrence de 50%. Ça, c'est le cas de légal, mais après, il y a des assureurs qui peuvent baisser encore plus. Si vous avez un sinistre, votre bonus est gelé. Si vous avez 2 sinistres, on réinitialise à la prime de départ. Et donc, l'idée de ça, c'est qu'en affichant clairement des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, en fait, on améliore la sélection des bons risques et on évite en fait le bruit d'algorithmes de grille de sélection qui serait plus rapide.
Le problème du système de bonus-malus, c'est que ça ne fait pas disparaître l'échec de marché, en particulier, ça ne fait pas disparaître l'échec pour les très mauvais conducteurs. Mais souvenez-vous, ensuite, ce motif, vous allez le retrouver systématiquement. C'est que dès que vous avez des très mauvais risques en très petite quantité, ceux-là, il y a un problème pour eux, qui est qu'en fait, personne ne veut les assurer. Une fois qu'ils sont reconnus comme tels, personne ne veut les assurer. Donc, il faut un truc, soit vous avez une solution type bureau central de tarification, soit vous interdisez complètement soit vous faites une subvention croisée, soit vous interdisez complètement la sélection. Alors, une autre astuce, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes conducteurs. Vous savez que les jeunes conducteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une période probatoire, c'est-à-dire pendant 3 ans, on leur met une surprime. En fait, il y aurait une autre possibilité pour les jeunes conducteurs, ça aurait été de leur mettre une franchise. De leur faire payer la même prime que tout le monde, mais de leur mettre une franchise. Dans ce cas-là, le problème, c'est que si vous leur proposez ça, ils vont avoir tendance à prendre des assurances tout risque. Il vaut mieux, en fait, leur proposer une prime d'assurance très élevée, puisqu'en gros, ils ont un malus de 150%, les jeunes conducteurs, donc ils payent 2,5 fois plus que les autres. Dans ces cas-là, du coup, l'assurance tout risque, pour eux, est vraiment dirimante, et donc ils ne vont pas la prendre. Alors que si vous leur proposez une franchise, ils vont avoir tendance à prendre l'assurance tout risque. Bon, donc on l'a dit, solution à l'échec de marché, c'est de proposer soit le bureau central de tarification qui va de fait faire calculer un tarif pour vous, soit une assurance obligatoire avec des contrats mélangés. Bon, et de fait, la sécurité sociale, c'est le type même d'assurance obligatoire avec contrat mélangeant. Et c'est vrai que c'est complètement... Si on revient sur le principe de sécurité sociale, si on revient sur le principe d'universalité de la couverture maladie, cela dit, qui est un risque, qui est un principe récent. Hein, parce que de quand ça date l'universalité de la couverture du risque maladie en France? Les ordonnances de sécurité sociale, on sait que c'est les ordonnances de 1945, mais en fait, l'instauration d'un système universel, c'est 1999. D'accord. Parce qu'en 1945, ce qu'on crée, c'est qu'on crée une sécurité sociale pour les seuls salariés. Donc les indépendants, ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Puis se pose le problème des gens qui n'ont pas encore travaillé, par exemple, d'accord, ou qui ont travaillé mais qui n'ont pas cotisé, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, cette couverture universelle, elle a seulement été actée en 1999. Bon, et évidemment, c'est le programme de certains partis politiques que de la démanteler, parce que l'idée, c'est que si vous avez 1% de pauvres, il y a 15% de gens qui pensent qu'en traitant mal 1% de pauvres, ils vont aller mieux, ce qui est évidemment idiot, parce que si vous saupoudrez les 1% qui servaient à soigner les pauvres sur les 15% des électeurs qui sont prêts à voter pour n'importe quoi, ça n'améliorera pas le sort des 15% restants. Donc c'est le genre de victoire symbolique qui consiste à se faire plaisir sans améliorer le bien-être de qui que ce soit. Bon, alors un problème qu'on se voit se profiler, c'est celui du contrat mélangeant, qui échoue parce qu'il ne permet pas de garder les bons risques, d'accord. Et donc les bons risques sont siphonnés par le contrat mieux-disant, et si ce contrat mieux-disant est lui-même mal calibré et perd de l'argent, alors tous les assureurs vont être perdants. Donc l'idée, c'est quand même que la concurrence par les prix entre les assureurs peut entraîner un échec de marché généralisé, d'autant plus sournois que en fait, le cycle de production de l'assurance est inversé. D'accord. C'est-à-dire que le cycle inversé, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais dans la plupart des activités de production industrielle ou même de service, l'idée, c'est qu'en général, vous faites payer le prix du bien ou du service, et puis ensuite, vous donnez le bien ou le service qui a déjà été produit, ou du moins dont vous connaissez le coût de production. D'accord. Dans l'assurance, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on fait payer le prix du service, qui sera rendu plus tard, mais dont on ne connaît pas le coût exact, puisque le service, c'est l'indemnisation du sinistre. Alors, on dirait, bah oui, mais on a des statistiques. D'accord, on a beau avoir des statistiques, la réglementation peut changer, le climat peut se réchauffer, il peut y avoir des catastrophes. C'est quand même... Quelqu'un qui fabrique des boîtes d'allumettes, il sait combien lui a coûté les boîtes d'allumettes lui ont coûté, il les vend à un prix tel qu'il ne perd pas d'argent en vendant les boîtes d'allumettes, d'accord. Quelqu'un qui vous dit, je vais vous garantir dans l'avenir, vous avez beau écrire des clauses contractuelles, avoir fait des statistiques, etc., l'avenir, c'est quand même vachement plus incertain que le passé. Enfin, jusqu'à présent, on verra dans l'avenir, d'accord. Mais bon, bref, de fait, le cycle de l'assurance est inversé parce que les assureurs, ils font payer le bien avant même, ils font payer les services avant d'en connaître le coût de production. Alors, il y a des très bons côtés à ça, si on compare avec les banquiers, c'est que, de fait, le métier d'assureur, s'il est fait avec prudence, c'est là que le conseil de prudence est fondamental,
s'il est fait avec prudence, normalement, vous devez tarifer à un prix tel que vous allez pouvoir indemniser. Donc, vous ne devez pas perdre d'argent, et en plus, vous êtes toujours liquide. Vous êtes toujours liquide puisque le client vous donne l'argent d'emblée. Alors qu'évidemment, le banquier, vous avez un schéma de remboursement qui fait que vous savez que le client doit s'est engagé à vous rembourser plus que ce que vous lui avez prêté. Seulement, ça va prendre du temps. Et en attendant qu'il vous ait remboursé, vous pouvez être illiquide. D'accord ? Donc, de fait, la situation de l'assurance, du moment que l'assureur est prudent à la fois dans sa tarification et dans ce qu'il fait de l'argent que le client lui donne, il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, il y a un problème s'il y a une guerre des prix, une concurrence par les prix, comme on vient de le voir, ou une course à la segmentation qui fait qu'on prend des risques dans le classement des clients et qu'on a un risque de souscription. Il y a aussi un gros problème si, en gros, on découvre des risques qu'on n'avait pas anticipés. C'est ce qu'on appelle la garantie subséquente, la garantie qui procède de, d'accord, et la garantie subséquente des risques qu'on n'avait pas anticipés. Donc le type même de cette garantie subséquente de risques qu'on n'avait pas anticipés, c'est l'indemnisation de l'amiante. Alors l'indemnisation de l'amiante, ça n'a pas été un gros problème. En France, ça n'a pas été un problème considérable parce que c'est la sécurité sociale, donc en gros c'est la collectivité qui a payé. Mais dans les pays où les assurances santé privées ont été condamnées les assurances santé privées des employeurs, ont été condamnés à payer des indemnités aux salariés qui avaient travaillé et qui avaient attrapé l'asbestose, il y a quand même beaucoup de compagnies d'assurance qui ont fait faillite, en particulier au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Parce que vous devez indemniser les gens 45 ans après. Vous avez évidemment les provisions que vous avez constituées il y a 45 ans. Quand on vous dit tout d'un coup, ah bah oui, mais d'accord, mais en fait, dans l'usine machin, il y avait 10 000 employés qui ont été empoisonnés à l'amiante, et vous devez 10 millions de dollars à chacun des 10 000 salariés, bilan 10 milliards de dollars, merci, sur les primes que vous avez perçues il y a 47 ans, c'est un peu compliqué, d'accord ? Bon, alors, ceci fait quand même que le fait qu'il y ait des risques liés aux garanties subséquentes, des risques dormants en quelque sorte. Alors, les domaines où il y a des risques dormants, typiquement actuellement, c'est les questions des risques cyber, d'accord ? Parce que comme on ne sait absolument pas très bien, en gros, comme on ne sait pas trop comment ça fonctionne, les risques cyber, on ne sait pas très bien ce qu'on assure. Donc, l'existence du risque dormant, d'une part, la nature particulière de la concurrence entre les assureurs, avec cette espèce de concurrence par les prix dans un processus de segmentation dynamique. Et le fait que, si, en gros, on voit bien avec la segmentation dynamique que le risque qu'il y a quand même, c'est que si on a des assureurs qui ne sont pas scrupuleux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont baisser les prix, ils vont attirer des clients, et les clients qu'ils vont attirer ne seront pas indemnisés ensuite. Bon, il y a un exemple typique qui s'est déroulé dans l'Union européenne, en fait. Je vous ai parlé des Gibraltariens ou pas ? Non, je ne vous ai pas encore parlé des Gibraltariens. Bon, ça, c'est l'exemple typique de cette segmentation perverse. En fait, en France, vous savez, depuis la loi Chalandon de 1973, les constructeurs, ou bien ceux qui font des grosses rénovations, doivent assurer la garantie décennale des locaux qu'ils construisent ou qu'ils rénovent. Garantie décennale, ça veut dire que si pendant 10 ans, d'où décennale, il y a un vice de fabrication, ce vice de fabrication doit être réparé par le constructeur. Bon, ça, c'était la première version de la loi Chalandon. Évidemment, ce qui se passe, c'est que du coup, les constructeurs font faillite au bout de 2 ans, et comme ça, ils n'ont pas assuré la garantie décennale. Plus précisément, ça instaure une concurrence déloyale entre les entreprises qui décident de ne pas faire faillite et d'assurer la garantie décennale, et les entreprises qui décident de faire faillite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obligé les constructeurs non plus à assurer eux-mêmes la garantie, mais à assurer leur garantie. Et donc, il y a des assureurs dont c'est la spécialité de faire du contrat de garantie décennale. Bon, évidemment, typiquement, le risque de garantie décennale, c'est un risque long, puisque ça court sur 10 ans. Puis non seulement ça court sur 10 ans, mais évidemment, quand vous trouvez une fuite dans le toit de votre maison au bout de 9 ans, 364 jours, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes, l'assureur, il ne va pas vous payer tout de suite, d'accord ? Donc, il va quand même se dire que les pieds de fibule vous y mettre avant, il va y avoir des histoires, des expertises, des contre-expertises, il va vous proposer un premier truc, vous n'allez pas être d'accord, vous allez l'attaquer. Bon, bref, ça va mettre 15 ans. Donc, de fait, typiquement, c'est une branche longue. C'est une branche longue où la réalisation du risque prend du temps. Et que croyez-vous qu'il advient ? Eh bien, en fait, il y a des petits malins
situés d'abord à Gibraltar puis au Danemark, qui ont décidé de proposer en France des assurances. C'est une spécialité française, d'accord, la garantie décennale. Donc il y a des Gibraltariens qui ont décidé de proposer des assurances de garantie décennale aux entrepreneurs français à un prix qui était la moitié du prix du marché. Bon, alors, les souscripteurs de telles assurances auraient pu se douter qu'il y avait quand même quelque chose de pas très net derrière, d'accord? Ils ont dit non, pas du tout, je suis un très bon risque. Donc je quitte mon ancien assureur qui facture 2 fois le prix et je vais payer moitié moins cher. Bon, donc ils ont payé les primes d'assurance pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et puis la 3e année, un client mécontent des prestations du constructeur se retourne vers le constructeur, du coup l'assureur est saisi, et puis l'assureur gibraltarien ne répond pas, et quand finalement on envoie des lettres recommandées sur lettres recommandées à Gibraltar, il s'avère que l'assureur gibraltarien fait faillite. Bon, et puis ensuite, alors ça a commencé vers 2016. Et puis après, à partir de 2017, il y a eu aussi des assureurs au Danemark qui jouaient ça. Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez typiquement le problème que pose l'assurance, qui est que, en gros, on a une pseudo-segmentation. Mais après tout, même si l'assureur n'est pas malhonnête, il y aurait eu un problème. Si un assureur avait cru déceler des bons risques, il aurait proposé des bons tarifs et n'aurait pas été en mesure ensuite de garantir la prestation. Alors, ce qui se passe, c'est que comme toujours, il y a un fonds d'indemnisation qui est financé par un prélèvement sur les cotisations. Et vous comprenez bien que le fonds d'indemnisation, il a du sens à partir du moment où la concurrence est saine. À partir du moment où ça devient un business model à Gibraltar de créer des assurances fictives sur les branches longues françaises, alors que les assureurs en question, ils étaient certes basés à Gibraltar, mais ils n'assuraient personne à Gibraltar, ils n'assuraient qu'en France. L'idée était simplement d'échapper à quoi? Au fait que quand vous êtes un assureur en France, vous êtes supervisé, contrôlé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'assure de vos pratiques commerciales. Quand vous êtes un assureur gibraltarien, vous êtes contrôlé par la très redoutable autorité de contrôle gibraltarienne, qui en a strictement rien à foutre de savoir ce que vous faites en France. Surtout si vous ne faites rien à Gibraltar. Parce que le problème que peut avoir l'autorité de contrôle à Gibraltar, c'est s'il y a des Gibraltariens qui commencent à être au ministre des économies en disant c'est quoi ce bastringue, on souscrit des assurances et les assureurs ne remboursent pas. Mais en revanche, ce qui se passe en France, voilà. Donc, en fait, il y a des assureurs peu scrupuleux qui ont utilisé la libre prestation de services pour pouvoir, à partir de juridictions de l'Union européenne qui n'étaient pas la France, vendre des assurances en France, qui sont passées sous le radar parce que, étant pas implantées en France, de fait, elles n'étaient pas soumises à l'autorité de contrôle. Et dans leur pays, l'autorité de contrôle ne voyait... Bon, d'abord, l'autorité de contrôle gibraltarienne, il faut quand même dire ce qu'il y a, mais voilà, d'accord. Hein, c'est quand même l'autorité de contrôle, il contrôle très bien tant qu'il n'y a pas de problème. Mais même les Danois, qui sont considérés comme parmi les meilleurs, la raison pour laquelle ils n'ont pas vu ce qui se passait, c'est que, en fait, une boîte qui vend de la décennale construction en France, d'abord ils ne savent même pas ce que c'est la décennale construction. Et puis par définition, les consommateurs français ne vont pas se plaindre à l'autorité danoise des assurances. D'accord. Bon, donc de fait, on voit le type de malversation qu'il peut y avoir et le type de problème que ça peut poser. C'est-à-dire des gens qui vendent des contrats d'assurance pas assez chers, ça ne permet pas d'indemniser. On va dire ça de manière pudique. Ça peut être de la fraude, ça peut être un mauvais classement du risque. Et donc on voit que ça peut arriver simplement du fait de la fraude, mais ça peut aussi arriver du fait d'une concurrence effrénée. Bon, et donc ça pose, du fait de la nature des branches longues, par exemple, ça pose un problème particulier, puisque dans le cas de ces assurances construction, il a fallu 3 ans pour que le problème se manifeste. Bon, or, quand au bout de 3 ans, le problème s'était manifesté, il y avait beaucoup de gens qui étaient mécontents, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient victimes du truc. Et en plus, le risque allait faire tache d'huile. Donc, en gros, on a l'idée qu'on est face à une activité particulière, où, en gros, si les gens s'assurent, c'est parce qu'ils s'attendent à être indemnisés. S'ils ne sont pas indemnisés, on va quand même avoir pas seulement un problème de bien-être, on va vraiment avoir un problème d'ordre public. On risque d'avoir un problème d'ordre public. Et donc, ça pourrait avoir du sens de proposer une régulation spécifique pour ce type de risques, qui sont les risques qui sont liés soit au risque de souscription, soit au risque de malversation dans l'assurance. Alors, évidemment, il se trouvera toujours des libéraux pour expliquer qu'à partir du moment où on commence à réguler, quand on commence à réguler, on ne sait plus où s'arrêter, mais on peut quand même essayer de trier les problèmes, d'accord ? Bon. Donc,
les problèmes qu'on a vus, c'est on a vu l'échec de marché quand on n'a pas assez de mauvais risques pour que l'assurance des mauvais risques soit, enfin, en gros, pour bloquer la spirale de segmentation. Donc l'idée, c'est que ça peut avoir du sens de chercher à corriger cet échec de marché pour les très mauvais risques. On a déjà donné les solutions qui étaient en gros soit faut rendre l'assurance obligatoire pour tout le monde, du coup on va pouvoir soit faut rendre l'assurance obligatoire, soit faut empêcher la sélection, soit faut trouver un bureau central de tarification ou prescrire un tarif minimum obligatoire. On peut aussi avoir un problème donc, de segmentation dynamique avec des assureurs qui se fragilisent en étant trop compétitifs. On peut aussi avoir, alors ça existe ça, on peut imaginer un marché d'extorsion où les assureurs proposeraient des services à un prix trop élevé. On dirait mais c'est quoi la différence entre les deux? Parce que entre des assureurs qui tarifent mal et qui de fait ne sont pas capables d'indemniser d'un côté, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'indemniser, donc ils font faillite, et puis des assureurs qui, un marché qui serait cartélisé, et donc les assureurs qui proposent des assurances à un prix trop élevé par rapport au service. C'est la même chose, c'est la même idée. Sauf que ça ne se fait pas de la même façon. On peut imaginer dans un cas que ce soit la concurrence qui amène les assureurs à proposer des primes qui ne leur permettent pas de délivrer ce qu'il y a dans le contrat, et puis de l'autre côté, un marché plus ou moins cartélisé où les assurés sont obligés de s'assurer, mais toutes les compagnies proposent des tarifs qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'elles vont vraiment fournir comme prestation. Ce n'est pas le même principe parce que dans un cas, a priori, on ne peut pas s'assurer que la tarification est mauvaise, et dans l'autre cas, a priori, ce qu'on voit, c'est que les tarifs sont beaucoup plus élevés que ce qui va être payé comme indemnité. Alors ça, en fait, c'est pas un problème dans l'Union européenne à l'heure actuelle, parce que, enfin, c'est pas un problème à l'ouest de l'Union européenne à l'heure actuelle, en tout cas, parce que c'est prouvé que la concurrence a un effet dépressif sur les prix des assurances, en particulier dans le gros papier que j'avais écrit là dans le bouquin et qui est sur le site, vous verrez que l'indice des prix des assurances en Europe a progressé beaucoup moins vite que l'indice général des prix depuis le début du XXIe siècle, sauf en Angleterre. En Angleterre, ils ont un problème particulier qui est qu'ils ont vendu du Personal Protection Insurance, vous savez, ils ont vendu cette assurance crédit de manière un peu illicite, et du coup, ça leur permettait de garder les tarifs bas, parce qu'ils faisaient de la marge sur un truc sur lequel ils ne perdaient pas beaucoup d'argent, mais comme les compagnies d'assurance ont été condamnées à payer plus de 30 milliards de pounds d'amende, il faut qu'ils fassent, pas d'amende, mais de dommages-intérêts. Du coup, pour pouvoir payer ces dommages-intérêts, il faut qu'ils facturent des primes. Donc, du coup, les tarifs d'assurance ont beaucoup augmenté. Mais sinon, les tarifs d'assurance n'ont pratiquement pas augmenté au XXe siècle. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché est très compétitif. Mais c'est un problème qui peut exister, en particulier dans des pays où il y a de la cartélisation. Un autre problème qui pourrait exister du point de vue qui pourrait intéresser le régulateur, ce serait un problème d'arbitrage réglementaire. C'est-à-dire, concrètement, vous avez une régulation pour les banques, vous avez une régulation pour les assurances. Fabriquons des conglomérats banque-assurance et faisons circuler les actifs et les passifs entre les banques et les assurances en les mettant là où ils sont le moins régulés. Ça paraît étrange comme ça, dit comme ça, mais si vous voyez un peu comment c'est fichu, BAL 2, BAL 3, vous avez des provisions en capitaux réglementaires quand vous mettez un actif dans une banque, vous avez des provisions en capitaux réglementaires quand vous mettez un actif dans une compagnie d'assurance, ventilons les actifs entre les banques et les assurances de manière à ce qu'on mette chez chacun ce qui coûte le moins en capital. Ça, c'est l'arbitrage réglementaire de base. D'accord ? Bon, alors, tout ça est très bien, mais concrètement, avant de réguler, en gros, ça ressemble à quoi un bilan de compagnie d'assurance ? Ben, un bilan de compagnie d'assurance, vous voyez, ça ressemble à un truc où on a 2% de fonds propres. C'est-à-dire que ça, c'est le bilan agrégé des institutions d'assurance dans la zone euro. Alors, pourquoi je vous mets un bilan agrégé aussi ancien ? C'est parce qu'en fait, la BCE ne publie plus de bilan agrégé. Mais l'important, c'est l'ordre de grandeur. C'est quand vous regardez le bilan agrégé des institutions d'assurance dans la zone euro, il y a 2% de fonds propres. Quand vous regardez le bilan agrégé des institutions financières et monétaires, il y a 7% de fonds propres. Donc ça pourrait quand même être une idée d'arbitrer entre la banque et l'assurance. Si dans l'assurance, vous avez besoin de 4 fois moins de fonds propres que dans la banque, pourquoi ne pas faire porter par les assureurs des actifs qui vous coûtent 4 fois plus cher en fonds propres dans les banques ? D'autant que, comme vous le savez,
il y a une directive sur les conglomérats financiers qui s'appelle Financial Conglomerate Directive, qui permet en gros de consolider les fonds propres à l'échelle des groupes. Et quand vous regardez les principaux conglomérats financiers, vous regardez Crédit Agricole, dans Crédit Agricole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Predica, Pacifica, etc. Donc il y a une compagnie d'assurance. Vous regardez BNP Paribas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cardiff. Vous regardez Société Générale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sogessure. Vous regardez Crédit Mutuel, il y a les assurances du Crédit Mutuel. On peut continuer comme ça, d'accord? C'est-à-dire que de fait, toutes les banques elles sont adossées à des compagnies d'assurance. On me dirait, ah oui, mais au moins les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance, vous regardez AXA, il y a AXA Bank. Alors, c'est vrai qu'AXA Bank n'est pas aussi important comme banque que Cardiff et comme compagnie d'assurance, d'accord? Mais de fait, pratiquement tous les gros assureurs ont un banquier adossé et inversement. Donc il y a un vrai sujet de savoir s'il n'y aurait pas un arbitrage réglementaire entre la banque et l'assurance. Et ça va être ça notre point d'entrée dans la question de régulation. Parce qu'après tout, tout ce qu'on a indiqué là, au précédent, c'était quand même des problèmes micro. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous payez pour votre contrat d'assurance et vous n'avez pas de service. Donc en gros, ça c'est des problèmes de protection du consommateur. Protection du consommateur, c'est fascinant, mais c'est pas ça qui va mettre le système financier par terre. En revanche, si les banques se mettent à stocker leurs actifs toxiques chez les assureurs, c'est plutôt plus mauvais. Bon, en plus, ce que je vous raconte, c'est pas une vue de l'esprit, parce que, figurez-vous qu'en 2000... en fait, il y a un papier d'Allen et Gale qui a été publié en 2007, mais il traînait depuis le début des années 2000. Et il s'appelait... en fait, l'idée de ce papier, c'était que... il y avait... Enfin, pour Allen et Gale, l'idée, c'était que les banquiers, pour contourner justement la réglementation bancaire, qui leur impose, qui était forte aux États-Unis, ils étaient en train de mettre des actifs chez les assureurs. Bon, et donc, du coup, pourquoi c'était un problème? C'était un double problème. C'était un problème d'abord parce que ce qui se passe, c'est que les banquiers aux États-Unis, avant la crise, ils étaient régulés par la Réserve fédérale. Alors, la Réserve fédérale, c'est un régulateur qui est rude, qui fait attention. Et donc, du coup, alors que les assureurs, la réglementation des assurances aux États-Unis est beaucoup plus... elle est décentralisée. Elle est propre à chaque État. Et l'essentiel dans les États, il y a des petites compagnies qui peuvent être souvent des mutuelles, ce qu'on appelle des reciprocals. Les reciprocals, c'est des vraies mutuelles, en fait. C'est un truc où des gens se groupent et ils font comme une espèce de tontine, quoi. Alors ça, c'est régulé par les régulateurs des États, les régulateurs d'assurance, ou bien, avant la crise, en fait, les compagnies d'assurance, en général, elles pouvaient choisir leur régulateur. Choisir leur régulateur, c'est qu'en gros, parmi tous les régulateurs existants, y compris des régulateurs qui n'étaient pas des régulateurs d'assurance, il suffisait qu'elles se mettent d'accord avec un régulateur et tout allait bien. Donc, par exemple, AIG, qui est resté célèbre puisqu'elle a fait faillite en 2008, moins de 2 semaines après Lehman Brothers, AIG avait choisi comme régulateur l'Office of Trade Supervision, qui était en principe le régulateur des caisses d'épargne. Vous imaginez que le régulateur des caisses d'épargne, son expertise en matière d'assurance internationale, c'était absolument fameux. D'autant plus que si vous vous souvenez de la raison pour laquelle AIG a fait faillite, c'est parce que AIG vendait des CDS sur le marché londonien. Alors c'était pas en direct, c'était opéré par une filiale qui s'appelait AIG Financial Products, qui n'était pas une compagnie d'assurance. Mais enfin, c'était quand même consolidé au niveau du groupe, et donc c'était de fait régulé par l'Office de régulation des caisses d'épargne. Et vous imaginez comme l'Office de régulation des caisses d'épargne devait être expert dans la tarification des CDS sur le marché londonien. Donc quand tout ça a explosé, on s'est dit ça ne va pas. Enfin, on voit qu'il y avait un problème de choix du régulateur, c'était un premier problème, et 2, il y avait un problème de provisionnement des risques, parce que justement, normalement, la réglementation prudentielle, ça sert à faire quoi? Ça sert à faire que vous mettez en face des risques des capitaux propres. Et ça, la Fed, elle savait le faire pour les banques, mais l'Office of Trade Supervision ne savait pas le faire pour les compagnies d'assurance. Enfin, c'est-à-dire ni pour personne, puisque vous avez déjà eu un gros problème dans les années 90. Bon, donc, l'idée, c'est qu'il y aurait un arbitrage réglementaire entre les banques et les compagnies d'assurance. Et en fait, quand on y pense, bon, s'il fallait résumer simplement la différence entre la banque et l'assurance, en gros, en banque, ce qu'on a, c'est qu'on a des passifs qui sont bien définis. On a des passifs qui sont bien définis. Pourquoi? Parce que les passifs d'une banque, c'est quoi? C'est
les dépôts des clients. Donc ça, vous avez quand même intérêt à savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que vous avez sur vos comptes de clients, c'est que vraiment ça ne va pas. C'est les emprunts interbancaires, c'est les titres que vous émettez. Bref, c'est des choses, les flux de remboursement. Alors, dans le cas des dépôts, les flux de remboursement ne sont pas clairs. Enfin, au moins, vous savez combien a votre client et vous avez une idée très précise du rythme de sortie des dépôts. Quand je dis vous avez une idée très précise, parce que depuis les années 1880, c'est théorisé ces trucs-là. Donc évidemment, s'il y a une rumeur de panique bancaire ou je ne sais pas quoi, mais s'il y a une rumeur de panique bancaire, en général, il y a une assurance des dépôts qui font qu'il n'y aura pas de rumeur de panique bancaire. D'accord. Donc bref, en banque, on connaît les passifs. En revanche, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est l'actif. C'est pas qu'on ne connaisse pas bien, mais les actifs sont risqués. C'est-à-dire que vous prêtez à quelqu'un, il ne vous rembourse pas, ça vous fait un non-performing loan, et donc c'est une perte d'actifs. Vous achetez des titres, et puis en fait, ces titres ils vont se dévaloriser parce que l'émetteur a fait faillite, ou bien parce que le modèle économique de l'émetteur ne se retrouve pas être ce qu'il devait être, etc. Bref, ce qui est risqué dans la banque, c'est l'actif. En assurance, normalement, vous choisissez des actifs qui sont sûrs. Alors, on va regarder ça quand on va décomposer le passif des assureurs européens, mais normalement, un assureur, ça n'a pas pour vocation de vendre des CDS, d'accord? Je dis d'ailleurs surtout au passif, mais un assureur, il n'a pas vocation à investir dans des titres risqués. En revanche, ce qui est hypothétique pour l'assureur, c'est le passif. Même si, par ailleurs, vous avez tarifé votre passif, c'est des provisions techniques d'assurance, et les provisions techniques d'assurance, c'est de l'espérance de sinistre à venir. Or, par définition, l'espérance de sinistre à venir, c'est un calcul, et le sinistre, vous ne savez pas ce qu'il est. Donc, de la même façon que le banquier, il sait ce qu'il emprunte, il prête, mais il n'est pas sûr d'être remboursé, donc ce qui est incertain pour lui, c'est l'actif. L'assureur, il facture des primes, donc il sait ce qu'il met dans son actif, mais en revanche, son passif, il a une idée de ce que ça va être, mais il reste que c'est futur. Ceci dit, à cause du cycle inversé, si les assureurs tarifaient correctement, donc s'il n'y avait pas de risque de souscription, ils ne devraient même pas du tout avoir besoin de fonds propres. C'est-à-dire que s'ils étaient capables de fixer vraiment correctement les tarifs, ils auraient besoin de zéro fonds propres. Non seulement ils auraient besoin de zéro fonds propres, mais quand on y pense, du point de vue de la solidité des assureurs, si on regarde le passif, je ne sais même plus si je vous ai montré un passif d'assurance sérieusement jusqu'ici, mais là on va quand même regarder une seconde. Donc si on regarde le passif d'assurance, excusez-moi, mais ça défile trop vite pour moi cette machine. Il me semblait... Voilà, pardon. Donc si on regarde le passif des assureurs, qu'est-ce qu'on voit au passif? On voit qu'on a des réserves d'assurance, d'accord? Et ces réserves d'assurance, c'est un gros paquet. Maintenant, du strict point de vue de la solidité de la compagnie d'assurance, est-ce qu'il vaut mieux 1 euro dans le passif ou 1 euro dans les fonds propres? La réponse, bien évidemment, c'est qu'il vaut mieux pas. Est-ce qu'il vaut mieux 1 euro dans les réserves d'assurance ou 1 euro dans les fonds propres? Du point de vue de l'actionnaire, peut-être mieux 1 euro de profit sur lequel on va pouvoir payer des dividendes. Mais le problème de l'euro de profit, c'est que par définition, vous payez l'impôt sur la société. Donc si vous êtes en France, l'euro de profit, vous vaut 66 centimes. D'accord. Et donc, de fait, 1 euro de profit, c'est 66 centimes de fonds propres. Alors que 1 euro de réserve mathématique d'assurance, c'est 1 euro qui est en face de vos engagements d'assurance. Donc concrètement, dans l'assurance, il vaut mieux avoir les passifs, il vaut mieux que ce soit des réserves plutôt que des fonds propres. Puisque, par définition, donc, l'euro de profit ne deviendra pas 1 euro de fonds propres, alors que l'euro de réserve mathématique, c'est 1 euro. Donc on voit bien qu'en fait, et pour ça, il n'y a pas d'équivalent en banque, d'accord? C'est-à-dire qu'en banque, il n'y a pas un machin, il n'y a pas de provision mathématique. En banque, il y a les fonds propres, et les fonds propres, ça sert à faire face au write-off d'actifs. Ça sert à faire face à la perte de valeur des actifs. Ça, c'est le truc des banquiers. Les assureurs, on voit que, à la fois, pour eux, les fonds propres, ça ne devrait pas être une nécessité, et de fait, c'est mieux de tarifer correctement son risque, de calculer correctement ses provisions mathématiques d'assurance, que de faire les profits et de les accumuler sous forme de fonds propres. C'est bien pour ça qu'on n'attend pas des assureurs qu'ils aient 25% de fonds propres. On attend des assureurs qu'ils aient des grosses provisions mathématiques d'assurance. Et surtout, non seulement qu'elles soient grosses, mais surtout qu'elles soient correctement calculées. Et donc en fait, la réglementation des assurances, ça devrait être la réglementation des provisions mathématiques d'assurance.
Bon. Or, la chose amusante, c'est que ce n'est pas exactement le chemin qu'a pris la réglementation européenne. En particulier parce qu'on peut se dire que si on régulait uniquement la manière d'écrire les primes, la tentation pour les banquiers, ce serait d'aller mettre les actifs dans un conglomérat financier, ce serait d'aller mettre les actifs coûteux en capitaux réglementaires pour les banquiers dans les actifs des assureurs. Donc, le truc, c'est que quand on regarde le modèle économique d'un assureur, on se dit qu'il ne devrait pas y avoir besoin de fonds propres, parce que ce qui importe, c'est les provisions mathématiques. Mais comme on voit bien que les assureurs et les banquiers sont dans les mêmes groupes financiers, il faut quand même qu'il y ait des fonds propres qui doivent jouer chez les assureurs le même rôle qu'ils jouent chez les banquiers. À la fois garantir le right-off des actifs, et puis discipliner les actionnaires. Merci de votre attention, bonne fin de semaine, et à la semaine prochaine.